Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de retrouver les éditions des paysages qu'on apprécie tant dans Variant les éditions en live. Donc on a la chance aujourd'hui d'être avec Amaury Le Villayer et Louis-Carl Picard-Sioui, qui a donc écrit Kitchiké. On va longuement revenir sur cet ouvrage-là qu'on a tous beaucoup aimé, en tout cas tous ceux qui l'ont lu ici l'ont beaucoup apprécié. On va commencer peut-être par Amaury pour ceux qui ne connaissent pas encore la maison des paysages, qu'on a déjà reçue pour Michel Jean, notamment par deux fois. Mais comment tu qualifierais cette maison d'édition que tu as créée et notamment cette collection Talisman, qui évidemment, nous en sommes tous fans. Mhm, mhm. Euh, Écoute, là, c'est une question à laquelle je ne m'attends pas forcément. Je ne sais pas comment qualifier la maison d'édition. En revanche, c'est surtout ce qu'il y a derrière, c'est pouvoir rendre accessible effectivement une littérature qui est extrêmement riche. Mais je dois rappeler qu'à l'origine, en fait, c'était davantage des essais universitaires que je produisais. C'était le milieu d'où je venais tout simplement et que je n'osais pas forcément aller vers la littérature où je me sentais très peu légitime. C'est vrai qu'on a beau être édité, on n'édite pas les mêmes textes et je me sentais davantage formé ou déformé par la matière universitaire. Hein, c'est celle que j'ai longtemps travaillée. Et en fait, la littérature dite autochtone, c'est quelque chose qu'effectivement, moi, je lisais à titre personnel depuis assez longtemps, qu'il s'agit de la littérature anglophone ou les rares fois où j'avais accès à la littérature francophone. Et en fait, c'est resté dans un coin de la tête. C'est lorsqu'on s'est mis tout simplement à lancer la maison d'édition qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas? Et à l'époque, effectivement, j'étais tombé sur Amoun, qui n'était pas disponible au Québec, en France, pardon, qui était disponible qu'au Québec. Et je me suis dit, un jour, si on fait ça, eh bien, pourquoi pas commencer par proposer ce florilège pour nous permettre d'aller à cette rencontre de la littérature autochtone francophone. Parce que, comme beaucoup, en fait, un peu naïvement, je pensais d'abord que le phénomène indien ou amérindien ou autochtone, ça, Louis-Carl peut en reparler, la façon dont on dénomme, c'est très important, même si c'est évidemment beaucoup moins lourd à porter en France, toutes ces dénominations. Par simplicité, je parlerai d'amérindien, bien sûr, mais Louis-Carl en dira sans doute davantage là-dessus. En tous les cas, comme beaucoup, j'imagine, beaucoup de Français, avant d'aller au Québec et de vivre là-bas, de faire mes études, eh bien, je pensais que c'était quelque chose une réalité davantage des États-Unis. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'évidemment, au Canada et notamment au Québec, il y avait évidemment des Amérindiens. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert les cultures amérindiennes, parce qu'elles sont effectivement extrêmement variées, extrêmement riches. Et j'avais lu à l'époque, je me souviens d'une de mes premières entrées en matière dans cette littérature autochtone francophone, c'était Naomi Fontaine, peut-être comme beaucoup d'entre vous aussi, hein, avec Kwesipan. Et là, voilà, je suis tombé dedans et j'ai essayé d'y rester. Et ensuite, j'ai découvert qu'elle était effectivement extrêmement riche et je voulais faire ce pont avec la France. Donc, on continue de creuser ce sillon dans la collection Talisman, bien sûr. Ça ne m'a pas empêché de continuer moi aussi un peu les essais universitaires, mais je dois avouer que, bien sûr, ce qui rend des paysages un peu mieux connus, un peu plus connus, c'est la collection Talisman. Euh, on ira sans doute faire quelques incursions du côté de la littérature autochtone anglophone, mais on va rester du côté du Canada quand même, parce que je pense que c'est un pays voilà, avec des variétés littéraires très très importantes qu'il s'agit encore de découvrir. Et puis on continuera sur du Michel et peut-être encore, comme j'ai répondu tout à l'heure un peu à Stéphanie sur Instagram, j'ai cru comprendre que Kitchike, ce qu'on avait lu là, avec ses chroniques finalement, aurait peut-être une suite. Donc voilà, ça, moi en tout cas, j'ai très hâte d'en savoir plus parce que pour le coup, je suis comme vous à ce niveau-là, et puis j'attends que Louis-Carl nous en parle un petit peu plus. Parfait. Amaury, est-ce que tu peux nous raconter la découverte justement de Louis Carle et notamment de ses textes? Oui. Comment tu as accédé à sa littérature? Alors, c'est via Anenorak, hein, une maison, on va dire, oui, une maison d'édition qui est, c'est un petit peu leur savoir-faire aussi, c'est valoriser la littérature autochtone par tout simplement dans une structure qui est de toute façon prise en charge uniquement aussi par des autochtones. Donc ça, c'était important. Et moi, cette maison d'édition, je la connaissais. Elle avait un site qui était très accessible. Et puis, je suis tombé sur cette couverture qui m'avait intrigué pour Kitschike. Et je crois que j'ai demandé à l'éditeur de me l'envoyer. Et là, effectivement, j'ai lu, relu. Mon épouse, qui est mon associée aussi, en a fait pareil. On s'est dit, mais c'est pas possible que ce soit pas plus connu que ça. Et que ça, on a
nous énormément ri. Alors effectivement, la langue, au contraire, pour moi, j'ai trouvé évidemment chatoyante, superbe. Il fallait surtout pas y toucher. Et puis là, c'était aussi un petit pari parce que je me suis dit dans la tête, est-ce que si je rentre en matière avec ça, est-ce que les lecteurs, lectrices français vont nous suivre? Et en fait, de fil en aiguille, c'est Michel qui est passé avant, mais c'est juste pour des raisons de calendrier. Sinon, ça aurait pu commencer par Kishiki aussi. Donc c'est vrai qu'on passe de l'un à l'autre et j'ai envie de dire, en voyant ce travail sur les textes, on s'aperçoit que les choses sont extrêmement différentes. Alors peut-être qu'il y en a qui attendaient à nouveau des choses un petit peu comme Michel les avait travaillées. Et là, j'espère les avoir surpris en montrant qu'il y avait bien d'autres façons, tout simplement d'envisager le fait, appelons-le comme ça, le fait autochtone au Québec, même si, là encore, Kitchike doit rester, j'imagine, une réserve fictive, bien que, après, ce sera Louis-Carl de répondre. Mais voilà, c'est plutôt un travail là de débroussaillage plutôt professionnel, de regarder ce qui se passe un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a une autre maison d'édition qui aussi propose des textes autochtones qui s'appelle Prise de parole, mais qui est située en Ontario, avec qui j'avais aussi quelques liens et qui m'a proposé des textes extrêmement intéressants aussi, dont Thompson Highway, que tu connais bien sûr, Louis-Carl aussi, qui est un texte, voilà, je dis rien qu'un texte magnifique, donc là, qui sera chez Les Paysages en septembre. Donc il y a vraiment de quoi faire et je m'étonne en fait toujours qu'il n'y ait pas plus d'éditeurs en France qui aient osé regarder un petit peu ce qui se passait voilà, là-bas, de l'autre côté, parce que c'est extrêmement riche. Tant mieux, j'ai envie de dire, pour Amaury. Tant mieux pour nous. Tant mieux. Alors, vous avez vu, comme je tease un petit peu, je laisse Amaury parler pour qu'on puisse entendre ensuite l'accent chatoyant de Louis-Carl. Louis-Carl, vous êtes membre du clan du loup du peuple Wendat, qu'on connaît évidemment très peu en France et de la nation Huron-Wendat. Expliquez-nous un petit peu déjà, pour commencer, l'histoire de ce clan. Puisqu'en France, on a eu ce premier accès, en tout cas avec Michel Jean, qui est issu d'une autre communauté, si je ne m'abuse. Expliquez-nous ces communautés-là, comment elles interagissent peut-être entre elles, et votre histoire personnelle, comment vous vous inscrivez dans cette communauté-là. Oui, c'est une question assez large, merci. Mais d'accord, ouais, peut-être pour commencer, effectivement. Donc, moi, je suis Wendat. Les Wendat, qu'est-ce que c'est? C'est ce que les Français nous ont dénommé péjorativement à l'époque comme une insulte. On nous appelait les Hurons parce que nos ancêtres voyaient la coupe traditionnelle. Hein. Aujourd'hui, on appelle ça beaucoup un mohawk, je pense, en France. Là. Mais bon, avant, c'était la hure du sanglier, bien sûr. On nous comparait un sanglier, on nous appelait les Hurons. Disons que le Conseil de Bonn ici conserve encore le titre de Huron et va parler la nation Huron-Wendat, mais il n'y a pas un Wendat qui va s'appeler un Huron. Là. D'ailleurs, en tout cas, c'est péjoratif. Vous voyez, moi, je l'appelle le méchant mot en H, un peu comme d'autres vont parler du méchant mot en N pour parler des Afro-descendants. Donc, je suis Wendat. Wendat, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un des 11 nations autochtones, disons, qu'il y a au Québec. C'était notre pays, hein, Wendat-Kegahan. Donc, c'est un pays. On parle lors des premiers contacts entre l'Europe et l'Amérique du Nord, environ 40 000 âmes. Évidemment, c'est très différent au niveau culturel que les Inuits, par exemple. Amaury faisait référence aux Inuits, Michel Jean ou Naomi Fontaine, qui, eux, sont des peuples les Inuits sont des peuples nomades du Nord, hein, donc du Canada, du Nord du Québec, tandis que les Wendat, nous étions une république démocratique avant l'arrivée des Europes chez nous, c'est-à-dire que nous avions une confédération. Les Wendat, c'est une confédération de 5 nations différentes. On vivait de l'agriculture, maïs, courge, haricots, peuple semi-sédentaire, c'est-à-dire qu'on déménageait nos villages environ aux 10 ou 20 ans, mais on était victimes beaucoup plus que les autres peuples du Canada, je vous dirais, des épidémies emmenées par les Français. C'est-à-dire que, vous comprenez, hein, je pense que le monde entier sait c'est quoi aujourd'hui, hein, une pandémie. Donc, avec tout ce qu'on vit depuis ici 22 mois, plus longtemps chez vous en Europe, je suppose, un peu plus. Sauf que nous, on parle d'environ 80% des gens qui sont décédés lors des premiers contacts. Si on parle des Wendat, on parle
On parle de Stadacone, la première rencontre avec les Européens, avec Cartier, vous voyez, qui a amené la maladie, qui a détruit complètement, sans le vouloir, bien sûr, on s'entend. Le but des maladies accompagnait les Européens partout où ils allaient à l'époque en Amérique. Et ensuite, bien sûr, le Wendake-Grand, qui était plus en Ontario, là, est sombré au milieu du 17e siècle, là, sous l'épidémie. Hein, c'est ça, comme je vous dis, là, et même à ce moment-là, on parle en 40 ans, il y a à peu près 80% de la population qui a été décimée. Alors, vous savez, nous, chez nous, quand on entendait parler de la pandémie, les gens étaient extrêmement stressés là, parce qu'on nous sommes des survivants post-apo, comme je le dis parfois en poésie. Mais voilà, on s'est regroupés, on a survécu. Aujourd'hui, il y a des Wendat ici, puis il n'y en a pratiquement plus, en fait. On est une espèce en voie d'extinction, sans plus dire. Et il y a une communauté aux États-Unis qui demeure encore en Oklahoma, donc des gens qui ont été déportés en Oklahoma. Là. Donc, c'est les deux seules communautés de la nation Wendat qui demeurent aujourd'hui. Donc, notre histoire est à la fois fort différente des Inuits, mais fort semblable aussi. C'est-à-dire qu'on a passé par les mêmes stades de la colonisation et québécoise, si on veut, mais pas au même moment. Hein. Donc, souvent, nous, on parle beaucoup, hein, si vous avez lu Michel Jean, il y a certains textes, on parle des pensionnats et tout ça, et on en parle beaucoup au Canada parce que c'était vraiment une époque sombre. Nous, on a vécu les pensionnats des siècles avant. Ce n'était pas les pensionnats fédéraux, c'était les pensionnats français sous les Ursulines, les Jésuites et tout ça, mais c'est le même type d'abus qui a eu lieu pour déculturer les gens, etc. C'est juste que si on regarde la trame de la colonisation, on a vécu la plupart des épisodes que les autres Premières Nations vont vivre, on les a vécus 200, 300 ans avant les autres, là, parfois. Ce qui fait que nos réalités sont parfois différentes. On parlait de le clan, écoutez, c'est les familles. Hein, donc, aujourd'hui, bien sûr, de par le clergé à l'époque, puis le gouvernement colonial du Québec, on nous impose des noms de famille, comme à l'ensemble de l'Occident. Là, mais à l'origine, nos familles, c'est les clans. Hein, c'est des clans matrilinéaires. Mon clan du loup, je le tiens de ma mère, il le tient de sa mère. Donc, c'est tout simplement de notre famille, le clan. Là. C'est un peu l'équivalent du nom de famille chez vous, là, mais c'est de lignée matrilinéaire. Donc, l'importance, le rôle central de la femme chez nous fait vraiment partie de la culture Wendat. Moi-même, j'ai été élevé en bonne partie par ma grand-mère maternelle. Là. Comme par la force des choses, c'est un peu la façon de faire traditionnelle. Ouais. J'espère avoir répondu à ta question. C'est une question très large. Hein? Alors, moi, soit dit en passant, je suis historien, anthropologue de formation aussi, là, je tiens à le dire, donc je pourrais vous entretenir pendant des heures là-dessus, mais ce n'est pas vraiment le sujet, mais je pense que ça donne un peu le topo. C'est parfait. Louis-Carl, vous êtes actif, notamment par rapport à la littérature autochtone, puisque vous la mettez au cœur de ces peuples-là. Et je pense notamment au Salon du Livre des Premières Nations à Wendake et à toutes vos autres initiatives. Quel a été le déclic pour vous, justement pour que la littérature entre tout simplement dans les peuples autochtones et j'ai l'impression que vous mettiez le pied à l'étrier à ce peuple-là notamment, pour qu'elle lise davantage ou en tout cas qu'elle fasse émerger peut-être certains talents? Oui, en fait, c'est plutôt l'inverse, je dirais. C'est-à-dire que je suis content, j'ai vu dans le chat, là, je vois qu'il y a mon ami Maurizio Gatti qui est là, qui est un spécialiste de littérature autochtone là, du Canada et c'est lui, en fait, qui m'a initié en partie à ça. Maurizio est arrivé au début des années 2000, début à Québec. J'étais à l'université à l'époque. Lui, j'étudiais sa maîtrise en anthropologie, puis lui débarquait de Rome pour étudier les littératures autochtones à l'Université Laval. Et Maurizio cherchait justement à faire émerger un peu cette littérature-là. C'est-à-dire, on n'en parlait pas au Québec. C'est-à-dire que moi, mon rôle de base, je dirais, là, chez Croyaton, c'est un OBNL qu'on a, un organisme non lucratif qu'on a fondé. Moi, avec Daniel Sioui des éditions Anénorak, Daniel et Cassandre, sa conjointe, qui sont les deux propriétaires des éditions Anénorak. On a fondé Croyaton il y a quelques années. On voit les livres de Maurizio, là, justement, que Amaury présente.
à quelques-uns de ses livres. Donc, c'est Maurizio et Jean Sioui qui m'ont mené à la littérature autochtone. Et le constat, c'était qu'il y a depuis les années 70, beaucoup d'Autochtones ont publié au Québec, mais que ces écrits-là étaient fort peu connus, ils n'étaient pas distribués, pas disponibles. On n'entendait jamais parler des auteurs autochtones dans les médias canadiens, dans les festivals, dans les salons du livre, dans les revues, dans les facultés de lettres. C'est comme s'il y avait une omerta. Les écritures autochtones, les textes autochtones n'existaient pas. Et Mauricio était allé dessus, lui était venu au Canada pour démontrer le contraire. Et quand on s'est rendu compte, non, effectivement, il y a des auteurs, il n'y en a pas tant, mais il y en avait, puis il y en avait plusieurs intéressants. On s'est mis à travailler sur comment faire émerger cette littérature-là pour qu'elle puisse rejoindre son public, en fait. Donc, et le public, ce n'était pas tant les gens des Premières Nations que le grand public canadien et aujourd'hui mondial, comme vous êtes en France, on discute ensemble. Donc, c'était ça le défi, c'est comment faire émerger les littératures autochtones. Et depuis ce temps-là, on a fondé différentes initiatives. On a commencé avec le SILAF en 2008, que j'ai travaillé avec Maurizio et Louis-Jacques Doré, qui était un professeur à l'époque à l'Université Laval, qui a été une rencontre internationale qui s'est déroulée chez nous à Wendake, donc dans la région de la ville de Québec. On a réuni à Wendake des chercheurs, une trentaine d'auteurs, ensuite des chercheurs de partout dans le monde qui étudiaient les littératures autochtones et des auteurs autochtones de partout dans le monde qui écrivent en français. Donc, évidemment, du Canada, mais aussi du Maroc, d'Algérie, de Kanaki, de Polynésie française. Et on a regroupé ces gens-là à Wendake pour parler de leur situation, en fait. Et il y a eu un colloque universitaire qui a duré quelques jours, ensuite des rencontres d'auteurs, et il y avait un volet public tous les soirs avec des lectures croisées entre un poète amazigh, un auteur kanak, un autre poète maui, un auteur Wendat, Innu, Atikamekw. Donc, c'était ça la beauté de la chose. Pour qu'on se sente moins seul, je pense. C'est parce qu'on se rendait compte que peu importe où nous nous situions dans le monde, les auteurs autochtones écrivant en français étaient très seuls, ne pouvaient pas percer le marché. On parlait avec les gens en Kanaki ou en Polynésie, ils disaient en France, ils ne veulent rien savoir de nous et on est dans une mer anglophone en Océanie, donc il n'y a pas de débouché pour nos œuvres. Ils disaient la même chose que nous, en fait, que nous, on écrit en français, mais les Québécois ne veulent rien savoir de nos œuvres, donc où peut-on vendre nos œuvres? T'sais? Ça, c'était en 2008. Et ensuite, on a pris des actions concrètes pour changer la donne, en tout cas au niveau du Canada, chez nous. Et parmi ces actions-là, bien sûr, la fondation du Salon du livre des Premières Nations en 2011. Nous avons célébré notre 10e année l'année dernière. On a comme sauté une année là, parce qu'on était trop fatigués en 2014, le temps qu'on s'organise. Au départ, c'était la librairie Anénorak qui organisait ça. C'était à Wendake, dans une petite salle communautaire qu'on a chez nous qui s'appelle la salle Condiaronc. Mais ça grossissait et bon, rapidement, c'était un peu hors de contrôle pour des bénévoles que nous étions. Et c'est pour ça qu'on a fondé en 2015, on a fondé Kwaihatonk, qui signifie nous écrivons en langue Wendat. Et là, donc, l'objectif vraiment de l'organisme, c'est la promotion, la diffusion et le développement des littératures autochtones. Donc, oui, bien sûr, un salon du livre annuel. Et là, on a déménagé à Québec. En fait, le salon du livre ne se déroule plus à Wendake parce qu'on n'avait pas les infrastructures nécessaires pour le faire. Donc, c'est notre voisin, la Ville de Québec. Donc, le salon du livre annuel entièrement, 100% dédié aux auteurs autochtones du Canada. Bon an, mal an, on accueille une vingtaine d'auteurs. Donc, c'est un salon assez niché encore. C'est pas au Salon du livre de Paris, là, on s'entend, là, ni de Montréal. Mais c'est un salon du livre à échelle humaine où les gens peuvent venir rencontrer leurs auteurs autochtones préférés, mais aussi découvrir des auteurs émergents. Ça, pour nous, c'est important. C'est de créer la nouvelle génération. Et oui, on a, comme vous le disiez, on a aussi un volet depuis quelques années qui est le volet développement, mais ça, c'est tout récent. C'est-à-dire qu'on se rend compte que en grande partie à cause de notre travail de promotion, de diffusion,
la littérature autochtone est vraiment en demande au Québec. Et les auteurs qui pratiquent, disons, croulent sous les demandes de toutes sortes de projets, de participation, de toutes sortes d'organismes artistiques et autres québécois. Et c'est très difficile, finalement, à vivre. La majorité n'ont pas d'agents là, pour filtrer. Et évidemment, les communications qu'on a aujourd'hui, hein, on peut vite se faire ensevelir sous les demandes. Donc, la solution passe par la diversification des voix et avoir de nouveaux auteurs. Donc, on a développé, par exemple, un partenariat avec la maison d'édition Personnage de Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour professionnaliser des auteurs autochtones francophones du Nouveau-Brunswick, qui a donné naissance l'année dernière, en 2020. On dit l'année dernière, mais ça ne veut plus rien dire avec la pandémie, mais bon, en 2020, deux magnifiques recueils, Fif et Sauvage de Shane Michael et Boiteur des bois de Félix Perkins. Ensuite, on a développé une résidence de création, donc une résidence d'écriture pour autochtones avec la Maison de la littérature de Québec. On a eu notre première résidente l'année passée, Carole Labarre, une nounou, qui est venue travailler sur son roman qui devrait sortir. Bon, écoutez, son manuscrit a beaucoup avancé. Je ne pense pas que c'est prêt à 100%, mais en tout cas, c'est assez travaillé pour qu'elle puisse l'envoyer à un éditeur. Alors, on se croise les doigts parce que c'est une femme extraordinaire aussi qui a vraiment une très, très belle plume qui évoque à la fois un peu le style de Michel Jean ou de Naomi Fontaine. Là, donc, je pense que ce sera très apprécié du lectorat québécois et fort probablement français aussi, parce que je pense que c'est vraiment des auteurs qui ont eu écho en Europe aussi. Donc, ça, c'est les différents projets qu'on fait. Donc, oui, moi, en théorie, je suis directeur de Kwayatonk depuis la fondation, à temps partiel, parce que j'essaie de me garder du temps pour écrire aussi. C'est ma passion. Pardonnez-moi, Louis-Carl, mais on entend un bruit un petit peu parasite. Je pense que c'est peut-être le frottement de votre micro, de votre kit main libre. Je ne sais pas si c'est peut-être un bijou ou pas, mais... Oui, c'est moi, ça. Est-ce qu'il y a du feedback si j'enlève mon micro ou si c'est correct? C'est parfait, là. C'est OK. Parfait. Super, ne bougez plus. J'aimerais revenir à Maurice. Tout à l'heure, tu en as parlé et c'était une de mes questions également. Tu as décidé vous avez peut-être décidé tous les deux de ne pas trahir la langue de Louis-Carl et de rester donc sur cette langue-là, sur cette langue orale. On a l'impression, on avait quasiment la voix de Louis-Carl que je ne connaissais pas encore, mais maintenant je peux mettre la voix sur le texte. Mais on avait cette voix-là qui colle tellement bien au texte. Et tu as bien fait de ne pas la toucher, car c'est un réel bonheur d'être dans une sorte d'immersion totale sans jamais être étranger à la langue, parce qu'on aurait pu être étranger à la langue, ce n'est jamais le cas. Mais comment ce choix s'est-il opéré entre vous deux, peut-être? Est-ce que c'est l'éditeur qui a imposé cela? Comment s'est passé ce choix-là? On précise quand même qu'il y a un lexique en fin d'ouvrage, mais sans note de bas de page. Et ça, c'est important aussi, puisque ça permet de ne pas heurter la lecture, j'imagine. Et c'est un choix également volontaire. Mais ce choix-là est important et tu en as parlé tout à l'heure rapidement en disant que tu avais aussi peut-être une crainte de perdre une partie du lectorat. C'est un choix fort. Comment tu l'expliques? Franchement, c'est comme dans la note que j'ai mise, la note d'intention finalement que j'ai mise au tout début de l'ouvrage, que j'ai signé aussi à la demande de Louis-Carl. Parce que c'est aussi des choses un peu problématiques au Québec, cette question de la langue. Il se trouve que j'ai jamais pensé en fait autrement. À savoir que, effectivement, en tant que Français qui a passé un certain temps au Québec, j'y ai découvert un pays, un territoire qui a une certaine langue. Et en fait, je n'avais pas l'intention, moi, de faire une traduction, une régression, là pour le coup, vers le français de France. Je la trouvais en plus suffisamment riche, particulièrement celle de Louis-Carl, pour que, si jamais on était heurté par un vocabulaire, un lexique, on puisse faire appel à notre imagination. Mais d'ailleurs,
Là, après, c'est vrai que je m'en remets plutôt à des lecteurs professionnels ou des lectrices comme, je sais, Claire est là, par exemple, mais je ne suis pas sûr que ça vienne à l'esprit de beaucoup d'éditeurs de retravailler la langue, par exemple, des auteurs du XVIIe, XVIIIe siècle pour les mettre à notre goût. Donc, de la même manière, j'avais aucune prétention, moi, à le faire au niveau du québécois. Alors, il y a aussi peut-être une limite à ça, c'est que moi, le québécois, la plupart du temps, je le comprends. Je peux même le parler après une nuit de bière, paraît-il. Mais en tous les cas, je le comprends plutôt aisément. Donc, je ne me suis pas franchement posé la question. Et c'est vrai que par contre, d'autres lectrices et lecteurs autour de nous ont pu nous dire que parfois, ça pourrait représenter une difficulté. Ce serait dommage de perdre comme ça quelques lectrices ou quelques lecteurs. Et là, cette idée-là, avec l'accord de Louis Carl, c'était de faire effectivement ce lexique. D'ailleurs, c'est quelque chose qui nous a finalement pris plus de temps que le texte lui-même, qu'on n'a pratiquement pas retouché. Je crois bien, Lucas, on l'a pratiquement pas retouché, sauf quelques peut-être, ouais, peut-être un petit peu, mais en fait, c'est plus lexique. Ça presque, ça nous a amusé parce qu'on s'est rendu compte de certains décalages, de certaines expressions que Louis Carl pensait peut-être, par exemple, davantage universelles et en fait étaient localisées au Québec ou des choses comme ça. Ou moi aussi, m'en ferrant sur certains mots, n'étant pas sûr de ça. Donc, ça a été aussi un plaisir de le faire, ce lexique-là, mais motivé par cette idée qu'il faut aller à la découverte de cette langue-là et que Louis Carl en soit aussi le porte-étendard, l'ambassadeur, tant mieux, en sachant que chacun de ces personnages, et moi ça aussi je l'ai découvert avec lui, chacun de ces personnages est aussi construit différemment, avec un langage aussi qui lui est propre. Il a emprunté d'ailleurs des choses, peut-être qu'il le dira, à d'autres finalement à d'autres parlers régionaux aussi, et ça c'était très très important. Moi aussi ça, je ne me rendais pas compte de cette richesse de ces dialectes aussi riches-là, mais vraiment, c'était cette idée-là qu'on pouvait faire confiance à la langue, à l'auteur, et finalement à notre imagination aussi. Donc c'est pour ça qu'à aucun moment, j'avais même envisagé, franchement, depuis le début, non, je n'allais pas faire de sous-titrage non plus. Alors c'est vrai qu'au cinéma, j'entends bien que parfois, à cause de ce que nous, on nomme de l'accent, mais il faut rappeler qu'au Québec, c'est nous qui l'avons, l'accent, bien sûr, je pense que ça puisse parfois être utile. Moi, ça me gêne évidemment à titre personnel, parce que je l'entends bien, je comprends bien. Et là encore, même s'il y a des tournures, notamment au lac Saint-Jean, des fois, ils ont un accent extrêmement fort, mais c'est pas grave, j'ai une imagination, je vois. Et là, pour le coup, pour les livres, on peut revenir en arrière, se laisser porter par ce rythme-là. Effectivement, non, c'était pas plus important que ça. J'avais déjà fait dans un moule également en proposant, mais davantage sur des aspects culturels qui peuvent nous échapper, pas toujours sur la langue, sur des marques, des choses comme ça qui paraissent évidentes à des Québécois et des Québécoises qui, pour nous, Français, parfois qui ne sommes jamais allés là-bas, on se demande parfois, et ça peut avoir un sens de le faire, ça. Et ça, en plus, c'est vraiment passionnant à faire. Donc, c'est pas, comment dire, je crois pas qu'on ait posé les choses avec Lucas au départ en disant, bon, on va faire ça comme ça. Non, c'est venu aussi au fil de l'eau. Oui, tout à fait. Puis, c'était moi, dans ce processus-là, j'ai fait confiance à Maury dès le départ, c'est-à-dire, tu connais ton public, tu sais, tu es l'éditeur français, tu connais ton public, tu sais ce que les gens en France vont comprendre ou pas, tu sais. Donc, bien sûr, j'aurais pas aimé qu'on dénature l'ouvrage, mais on s'est posé la question, bon, est-ce qu'on met des notes en bas de page? Est-ce qu'on met des notes en fin de document, un lexique, etc. Je pense que la solution proposée par Amaury est la meilleure dans les circonstances qu'on pouvait prendre, à la fois parce qu'on laisse le texte pratiquement as-is, mais certains points que lui jugeait qui méritaient peut-être davantage d'explications, on les a mis en lexique, mais on conserve le rythme. Et pour moi, ça, c'est important. Vous avez vu, chaque personnage a son souffle. Bah, chaque personnage. Disons, chaque narrateur a son souffle. Hein? Donc, c'est des narrateurs proches. J'aime beaucoup avoir des narrateurs proches des personnages qui se laissent contaminer un peu par l'essence du personnage. Et évidemment, les notes en bas de page peuvent ralentir le rythme. Moi, j'aimais moins ça. Donc, mais on n'a pas eu de conflit du tout là-dessus. Au contraire, on a eu une belle communication, je pense, puis les choix ont été ceux qui s'imposaient. Bon, sur la nature de la langue, on pourrait en parler longtemps. Moi, j'ai voulu qu'Amaury signe. Il m'a proposé cette note au départ pour un peu avertir le lecteur. Hein? Tu sais, je pense que c'est un choix éditorial qui est fait. Moi, j'ai dit d'accord, je suis d'accord, mais je veux que tu signes parce que moi, je ne pense pas que c'est une langue différente. Je pense que, puis d'ailleurs, bon, la notion de québécois, je sais que c'est bien populaire en France, probablement à cause
les idéologues de droite qui du Québec se sont expatriés en France et qui ont beaucoup d'écho, semble-t-il. Mais bon, c'est très politique le terme québécois. Hein. D'ailleurs, je vois dans les chroniques, ou plutôt les critiques du roman, le Québécois, Louis-Carl. Non, moi, je ne suis pas Québécois, je suis Wendat. Le Québécois, c'est le colonisateur ici. C'est lui qui nous impose sa langue, c'est lui qui interdit encore aujourd'hui. Vous savez, au Québec, c'est interdit de travailler dans une langue autochtone ou d'afficher dans des langues autochtones en dehors de réserve. Sinon, tu as une amende, là. La loi 101 est une loi coloniale qui interdit de parler les langues autochtones hors de réserve. Donc, ça, c'est encore aujourd'hui comme ça. Donc, je ne suis pas québécois. J'ai beaucoup d'amis québécois. En fait, ma grand-mère paternelle est québécoise. La mère à mon père, elle est québécoise. Je veux dire, j'ai du sang québécois, du sang irlandais, j'ai du sang un peu partout dans le monde. Là, n'est pas la question, mais moi, ma nation, c'est les Wendat. Et je trouve que c'est un peu simpliste parce que dans la logique canadienne, vous savez, on parle beaucoup du Québec, mais il y a une centaine de milliers de francophones en Ontario. Il y en a au Nouveau-Brunswick. Je veux dire, au Nouveau-Brunswick, le français est l'une des 2 langues officielles. Je veux dire, au Nunavut, le français est une des 3 langues officielles. En Ontario, ce n'est pas une langue officielle, mais il y a quand même... Les gens ont des services provinciaux en français selon les régions. Donc, on parlait de prise de parole tantôt à Sudbury, dans le nord de l'Ontario. On parle du Nouveau-Brunswick, partenariat qu'on a avec Personnage à Moncton. Donc, il y a des francophones quand même, pas juste au Québec. Là, donc, et la langue, elle varie. Je vais à Sudbury, c'est la même langue qu'à Québec. Là. Les gens parlent la même langue. Donc, quand on dit le québécois, moi, j'ai un peu de misère de dire c'est une langue parce que le canadien français, peut-être qu'on pourrait dire, mais encore là, il est aussi dialectalisé qu'en France, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a personne qui s'attend à ce que les gens parlent pareil à Marseille qu'à Paris. Bon, mais c'est la même chose. Là. Si tu es au Lac-Saint-Jean, comme disait Amaury, ben, tu ne parles pas pareil que si tu es à Montréal. C'est pas. Même moi, c'est sûr, je parle le français de la région de Québec. Là. On s'entend, mon accent est celui, en grande partie, de la région de Québec, mais aussi des particularités au français de réserve, donc certaines expressions qu'il n'y aura pas chez les allochtones. Là, donc, puis c'est pareil qu'un Innu de Pessamit, ben, il va parler le français de la Côte-Nord, mais avec un accent, avec une couleur particulière Innu, un accent Innu, mais je veux dire, les expressions qu'il va utiliser souvent sont celles du français de la Côte-Nord, qui n'est pas le même que celui de la Montérégie, disons, qui est une autre région du Québec, qui n'est pas la même que celui de la région d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est pour ça, mais en même temps, le public est un public français qu'on visait. Alors, je pense que je pense que les explications d'Amaury étaient, la note au départ était nécessaire pour communiquer de façon très brève l'intention à un public français, mais moi, je voulais que ce soit clair, c'est l'éditeur, parce que ma relation à la langue est différente. Voilà. De langage et de vocabulaire, parce qu'au final, on l'avait vu aussi avec Michel Jean, qui était aussi critique sur certaines expressions qu'on utilisait, autochtones, amérindiens et autres appellations que vous et que d'autres n'acceptaient pas et contredisaient, ou en tout cas critiquaient. Et ça, en France, on a du mal parfois à le concevoir parce que notre vocabulaire est souvent galvaudé. Et en effet, c'est intéressant que vous remettiez, entre guillemets, les points sur les i. Donc, merci pour cette subtilité. Stéphanie. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Louis-Carl et Amaury. Alors moi, j'ai lu votre roman et justement, ce qui m'a vraiment beaucoup intéressée, c'est la langue parce que c'est extrêmement riche en termes que nous, on ne connaît pas en France ou même qu'on n'a pas forcément lu dans d'autres textes. Et c'est ça ça m'a interrogée, cette langue. Donc, vous avez expliqué juste avant que c'était forcément des parlers différents selon les régions et qu'on pouvait trouver évidemment des sortes de dialectes. Enfin, je crois que ce n'est pas le mot dialecte qu'il faut employer, si j'ai bien suivi ce qu'a dit Amaury dans la préface. Et donc, c'est une vraie langue. Enfin, le québécois est une vraie langue, mais avec plein de variations. Et je me suis demandé aussi s'il y avait une dimension politique chez Amaury, comme chez Louis-Carl, à éditer ou bien à employer justement une langue qui soit très marquée
qui soit justement reconnaissable pour son identité. Et si ce n'était pas en fait aussi la langue, ça ne devenait pas aussi un étendard pour affirmer justement qui on est et qui on a été renié pendant des années et des siècles. Dans mon cas, moi, c'était pas... en fait, moi, j'ai écrit ce livre-là pour les gens des Premières Nations, avant tout, on s'entend, là. Puis je suis content que ça ait plu aux Canadiens, que ça plaît aux Français, j'en suis fort heureux également. Mais moi, avant tout, j'écris ces gens-là pour les Wendat, pour les Innu, pour les Atikamekw, pour les Abénaquis. Je l'écris avant tout pour moi. Et il y avait un double défi. Bon, Amaury m'a comme amené là-dessus un peu, mais il y avait un défi pour moi, et au niveau politique, je dirais, évidemment, il y a une critique, c'est une satire, on s'entend, c'est une satire politique, c'est une satire de la situation des réserves, et particulièrement des réserves du Sud au Québec. Et moi, je voulais que ce soit accessible et qu'il y ait un langage, d'une part, qu'il y ait un langage que les gens, que les francophones se reconnaissent, les autochtones francophones, non pas les Québécois, et d'autre part, il y avait un défi de délocaliser complètement, d'anonymiser où se déroulait le récit, parce qu'on comprendrait que nos communautés, nos réserves sont petites, tout le monde se connaît. Alors évidemment, l'idée, en fait, derrière Kitchike, c'était vraiment d'avoir une réserve fictive, mais où tous les Autochtones du Sud du Québec se reconnaissent. C'est difficile parce que nos langues d'origine sont différentes, nos cultures sont extrêmement diversifiées. Tu sais, les gens vont dire « Oh, les Autochtones du Canada ou les Amérindiens, comme vous dites en France, ou peu importe le titre. » Oui, mais tout ce qu'on a de commun, c'est l'histoire avec le même colonisateur français, en fait. Et puis, après, Québécois / Britannique. Mais l'Amérique du Nord et même juste le Canada, c'est aussi diversifié que l'Eurasie. C'est un continent. Les gens, des fois, de loin, hein, on voit ça comme « Ah, c'est tout pareil » parce que ça a été romancé par Hollywood et avant Hollywood même par Peter Pan, là, la pièce de théâtre britannique et tout ça. Mais je veux dire, personne ne pense qu'on vit de la même façon à Paris, à Shanghai, à New Delhi ou à Moscou. Les Amériques, et même l'Amérique du Nord, est aussi diversifiée que l'Eurasie. C'est un continent. Donc, nos cultures d'origine sont très, très différentes. Bien sûr, il y a le rouleau compresseur occidental qui est arrivé par les vagues françaises, britanniques, espagnoles. Mais au-delà de ça, à l'origine, nous avions des centaines de pays autonomes, différents, etc. Donc, il faut vraiment le penser comme ça. Pour ça, moi, j'ai toujours de la misère. Je sais qu'en France, même mes amis maoris en Polynésie, pour utiliser le terme tribu encore, tribu, je veux dire, quelle insulte de se faire traiter de tribu. Nous sommes des nations, au même titre que les Français ou que les Suisses sont une nation. Donc, on n'est pas, puis au niveau de la gouvernance, je veux dire, nos peuples étaient beaucoup plus avancés que peu importe ce qu'il y avait en Europe à l'époque, au niveau de la démocratie, de la gouvernance et des valeurs. Là. Au niveau technologique, on l'était moins, et visiblement au niveau immunitaire aussi, et c'est ça qui a détruit notre continent. Mais... Donc, c'est complexe, l'Amérique, et les Premières Nations, c'est complexe. Alors, moi qui arrive et qui veux faire une réserve fictive, mais où à la fois les Innu vont se reconnaître, les Wendat vont se reconnaître, les Abénaquis vont se reconnaître, les Atikamekw en partie. Donc, comment on y arrive? Ben, vous verrez qu'il y a très peu de mots, il n'y a pratiquement pas de mots en langue autochtone parce que nous avons tous et toutes des langues différentes. Nous sommes des nations différentes. C'est comme si demain matin, on ferait un roman qui se déroule dans un pays qui s'appelle l'Europe. Et il faut essentialiser l'ensemble des peuples, disons, qui forment l'Union européenne. C'était ça mon défi. Pour que autant l'allemand, le français que l'anglais, non, l'anglais n'est plus européen, il se fait croire qu'il est plus européen, mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que l'ensemble des peuples membres de l'Union européenne se reconnaissent. C'était ça mon défi, mais à une échelle beaucoup plus petite, on s'entend, celle d'un village, d'une communauté. Alors, comment j'y ai fait? Ben, la langue seconde ou maternelle de ces nations-là étant essentiellement le français, c'était plus facile.
Mais les expressions et le langage, comme on disait, est extrêmement différent. Alors, comment j'ai fait? Ben, j'ai butiné et emprunté des éléments subtils de langue provenant de différentes régions. Je vous donne un exemple. Là. Pour ça que des fois, tu sais, des explications d'Amaury, j'ai oui, mais encore, mais en même temps, il fallait que le message passe. Donc, j'étais tout à fait d'accord avec sa note là, en début d'ouvrage pour que le message, grosso modo, tu sais, qui explique ses choix. Mais mes personnages, quand ils ne sont pas fâchés, la majorité des personnages vont dire clisse, hein, avec un L. Il n'y a personne qui dit ça au Québec. Là. Il n'y a personne au Canada qui dit ça, sauf sa Côte-Nord. C'est très, très ciblé. C'est juste les gens à Bécomo, ou en tout cas une partie de la Côte-Nord qui vont utiliser ça. Moi, je l'ai entendu souvent parce que les gens des Inuits de la Côte-Nord, et particulièrement ce qu'on appelle la haute Côte-Nord, là, entre autres à Pessamit, vont dire clisse. Je n'ai jamais entendu ça ailleurs au Québec. Mais moi, je l'ai utilisé, cet élément-là. D'autres éléments, j'ai utilisé de d'autres régions pour que les gens se reconnaissent, puis en même temps, c'est une espèce de melting pot, vous voyez? Donc, j'ai essentialisé différentes communautés. Et même chose pour les anecdotes. Hein? Évidemment, beaucoup de gens me disent « Ah, c'est comme ça chez toi. » Ben, oui, Kitchike, c'est en partie Wandake, mais c'est en partie Mashtariach, puis en partie Pessamit, puis en partie Wolinak, puis en partie... J'ai vraiment... je suis parti de légendes urbaines qu'on entendait sur différentes réserves du Sud et même des réserves du Nord aussi. J'ai pris toutes ces légendes urbaines-là et je les ai malaxées et voilà, ça l'a donné Kitchike. Tu sais, c'est comme plus grand que nature. C'est une satire parce que ces éléments-là, ça ne pourrait pas tout se passer dans une même communauté, mais beaucoup de ces éléments-là sont réels. Du moins, je ne peux pas dire si c'est nécessairement arrivé, mais on les entend. Donc, c'est une légende urbaine de telle place ou telle place que j'ai mis ensemble pour donner un peu ce pot-pourri-là dans lequel les gens des différentes communautés du Sud puissent se reconnaître. Il y a justement pour réussir ce pari-là, qui est largement réussi, vous êtes parti de cette réserve-là. En principe, quand on prend une réserve, on essaye de confiner les choses. En tout cas, on essaye de les enclaver. Et est-ce que le genre d'avoir morcelé le texte en différents chapitres, en différentes nouvelles, on verra peut-être tout à l'heure sur le roman nouvelle où en effet là les limites sont claires, est-ce que c'est une sorte de... est-ce que vous vous en êtes sorti grâce à ça, entre guillemets, en essayant de morceler les choses, de les désenclaver, tout en les morcelant par chapitre? Et ça permet en réalité de faire un tout, puisque le dernier chapitre, on ne va pas forcément trop en parler, mais qui s'appelle d'ailleurs La Grande Débarque et qui est le titre initial au Québec, le sous-titre au Québec, pour le coup, est-ce que c'est ce petit jeu-là de confiner au départ, ce terme-là est connoté aujourd'hui, mais on l'entend bien ailleurs, je confine, mais en même temps, je désenclave par la forme et non plus par le fond. Est-ce que c'est un peu ça? Ben, écoutez, ce projet-là, pour moi, il y a beaucoup de... Je veux dire, c'est un projet quand même qui était de longue haleine. C'est commencé, c'était d'autres choses et ça s'est transformé un peu en cours de route. Mais à la base, au Québec, effectivement, là, vous voyez peut-être pas, il est classé dans le Nouvelle. Hein? C'était un choix d'Amaury de marquer roman, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Tu sais. C'est-à-dire, c'est un roman, ce qu'on appelle ici un roman par nouvelle, là, qui est quand même un style assez, de plus en plus commun, du moins, au Canada. Je ne sais pas en Europe si c'est des pratiques que vous avez, mais au Canada, c'est de plus en plus commun d'avoir des romans par nouvelle. Et ici, ça s'appelle chronique de Kitchike. Hein? Et j'avais ce terme-là de chronique parce que bon, évidemment, c'est un peu une boutade là, à tous ces écrits, les chroniques de voyage des Européens qui venaient dans les Amériques et témoignaient de leur expérience. Hein, et ils voyaient des choses très drôles. Moi, en tant qu'historien, si tu retournes des premiers voyages, là, ils ont vu des dragons en Amérique. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu. J'ai très, très hâte d'avoir mon premier dragon. Mais... Et donc, c'est un peu une boutade, mais en même temps, la volonté, c'était de montrer
la diversité des opinions aussi. Parce que souvent, au Canada, quand on parle des Autochtones, et particulièrement au Québec, où le coverage médiatique est pas très bon au niveau des Premières Nations, là, au niveau des provinces anglophones, c'est beaucoup plus avancé. Au niveau vraiment de l'analyse médiatique et tout ça, les Autochtones ont davantage de voix ailleurs au pays que dans la province de Québec. Mais l'idée, c'était de montrer que même si c'est une satire, même si, par définition, hein, je présente des archétypes et donc il y a un côté d'essentialiser quelque chose, mais qu'on n'est pas tous pareils. Parce que dans les médias, et souvent au Québec, bon, les Indiens pensent à l'enfer. On nous présente comme ça, alors que même on va dire la nation Huron-Wendat, le grand chef disait quelque chose, puis c'était comme les Hurons veulent ça. Non, non, nous, on ne veut pas ça. As-tu posé la question à quelqu'un? C'est toi qui nous l'apprends à la radio ce matin. Là, le chef de la bande veut ça. C'est pas nous qui veut ça. Là, donc, bref, c'était pour briser ça, pour briser le stéréotype que les Autochtones sont monolithiques. Vous voyez qu'ils ont toutes la même opinion, puis que c'est ça. C'est important pour moi de montrer à travers les différentes histoires que chacun avait une agentivité, que tout le monde ne partageait pas les mêmes valeurs, ne partageait pas les mêmes croyances religieuses, ne partageait pas les mêmes affiliations politiques, etc. Donc, c'est un travail. Malgré que c'est une satire, il y avait quand même un travail d'humanisation, je dirais. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous, mais... Si, et justement, par rapport à cette polyphonie, par rapport à ces différentes voix de personnages dont on se sent proche parfois, même nous, en tant que Français, il y a toujours cette dose d'humour et de recul sur l'être humain, ça c'est une évidence. Mais comment c'est décomposé votre écriture avec tous ces personnages? Comment vous l'avez travaillé concrètement? Parce que j'imagine que les différents langages ont dû être travaillés d'une certaine manière, peut-être à différentes heures de la journée, c'est possible peut-être, mais en tout cas, cette subtilité de différents langages, c'est extrêmement rare d'avoir déjà un recueil de nouvelles en même temps roman, mais encore plus avec différents langages. Vous vous êtes mis une difficulté supplémentaire et j'aimerais bien savoir comment vous l'avez travaillé en tant qu'écrivain. Parce qu'on rappelle que c'est votre premier recueil, vous avez écrit beaucoup de poésie, mais il me semble que c'est votre premier roman ou nouvelle, recueil de nouvelles, peu importe comment on l'appelle. J'ai écrit quand même, mon premier livre, c'était un roman jeunesse quand même. Alors j'ai écrit un roman jeunesse qui était à peu près dans les mêmes longueurs en fait. Donc on pourrait dire que c'est mon deuxième. Malheureusement, il n'est plus disponible pour l'instant. Il le sera bientôt. Il s'appelle Yawindara et la forêt des têtes coupées. D'ailleurs, les gens qui ont lu Kitchike voient qu'il y a le personnage de Yawindara qui revient. Donc, mais mon premier livre, c'est en 2005. Ouais, Yawindara et la forêt des têtes coupées, qui avait été publié au Loup de Gouttière, qui n'existe plus, là, qui est une maison d'édition qui a été vendu et quelques années plus tard a fait faillite, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai récupéré mes droits et que le livre devrait être à nouveau disponible bientôt parce que j'adore Yawindara et la forêt des têtes coupées. J'y suis retourné à quelques reprises et vous voyez, je l'aime tellement que j'ai fait revivre le personnage dans Kitchike. Et c'est pas la dernière fois qu'on entend parler de Yawindara non plus, d'où la pertinence de le rééditer, de le rendre disponible pour avoir un peu peut-être de background. Quoique je ne crois pas que c'est nécessaire pour apprécier, disons, les moments où Yawindara est dans le livre, mais c'est comme une couche. Moi, je travaille beaucoup par couche. Alors, pour répondre à ta question, non, je n'ai pas nécessairement des moments de la journée, mais pour moi, ça, c'était une donnée de base. C'est important que chaque personnage ait son univers, parce que je pense... Puis on s'en rend compte aujourd'hui de plus en plus, de toute façon, hein, avec les médias sociaux, à quel point que les gens vivent dans leur bulle, souvent même des bulles idéologiques, quelle que soit l'idéologie, tu sais. Et je trouvais ça important de montrer différents aspects de la réserve et différentes croyances. Alors, oui, au niveau de la langue, c'était extrêmement ardu, je te mentirai pas. Il y a certains styles qui viennent naturellement davantage, je pense, chez moi. Écrire, par exemple, tout ce qui est davantage, goût de dire lyrique, ou en tout cas du moins, augure, par exemple, ou la cage,
C'est un style davantage feutré, peut-être plus proche de la poésie, donc qui vient naturellement chez moi. Ça, c'était relativement simple à écrire. Lydia aussi, même si davantage en joual, c'est limite entre les deux. Donc, le dépanneur, là, chez Alphonse. Wabush m'a fait faire beaucoup de cauchemars. Je me suis souvent fait poser la question au Canada par des amis, des lecteurs, des amis aussi, mais davantage des lecteurs ou des connaissances qui disaient « Ouais, mais t'es qui là-dedans? Là? C'est quoi le message? » Ben, il n'y a pas nécessairement de message. Je pense qu'il y a différents niveaux de sens. Deux, chacun de ces personnages, c'est moi. Ils vivent tous dans ma tête. Je veux dire, je ne vous apprendrai rien avant de les coucher sur papier. Ils sont dans ma tête, donc ils sont tous et toutes moi. Mais Pierre Wabush, c'est la pire version de moi-même. Je dirais, c'est lui qu'on garde enfermé à quelque part là, dans un coin là, reptilien de notre esprit. Il m'a rendu malade. Ce n'est pas des blagues. À la fin du processus éditorial chez Anénorak, où tu dois retourner, retravailler, corriger, être dans la tête de Pierre Wabush, autant que ça peut être très drôle au départ, dans le processus, au premier jet de création, je trouve ça très drôle. C'est-à-dire, c'est absolument tout ce qui me passe par la tête au moment où il parle. Mais quand il retourne et on retravaille, cette colère-là, cette douleur, je me sentais sale. Je veux dire, il fallait que j'ai donné, il fallait que je m'occupe de mon gars après, puis je me sentais pas bien, m'occuper des enfants après avoir été aussi longtemps dans la tête de Pierre Wabush. C'était... il a fallu que je me paie une thérapie après pour me sortir de là, mais je ne l'ai pas fait. Vous voyez, donc j'ai été obligé d'écrire un deuxième tome. Mais donc, je ne sais pas au niveau technique, je me suis fait une Bible, ça c'est sûr. Je me suis fait une Bible pour y arriver. J'ai un guide du bon parler de Kitschké pour me rappeler que Lydia va éliser, mais seulement dans tel contexte. Elle va avoir va garder le N apostrophe, le ne, là, la double négation, alors que Wabush n'a jamais la double négation. Mais il va... que Lydia va dire Clis tout le temps parce que ça, c'est une politesse de réserve, elle ne va pas sacrer, mais que quand elle se fâche, elle va finir par dire Chris. Là c'est parce qu'elle est rendue là. Tandis que Pierre aussi, mais Pierre, il a le Chris beaucoup plus facile que Lydia. Donc, oui, je me suis fait un guide du bon parler pour savoir, pour demeurer cohérent. Puis vous savez, quand on a autant de personnages, ben, à un moment donné, c'est difficile de demeurer. Puis il y a toujours, il y a différents types de lecteurs, vous le savez plus que moi, là, sûrement de par vos professions et tout. Tu as des lecteurs qui embarquent, puis qui se laissent berner, j'ai le goût de dire, qui se laissent embarquer, puis qui ils vont juste se laisser bercer par l'histoire sans trop se poser de questions. Mais tu as des lecteurs assidus qui, eux, vont trouver des bébites, puis c'est correct, parce que moi, je suis comme ça. Je suis tannant, là, je suis... comme on dit, je ne sais pas si vous dites ça en France, là, mais il faut que ça soit raccord. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit cohérent d'un chapitre à l'autre ou d'une aventure à l'autre. Et je me suis fait une Bible aussi avec les années de naissance des personnes. Ben, pas tant les années de naissance, mais à quel âge qu'elle a. Ouais, la temporalité, pour être sûr que quand les différentes histoires se croisent et qu'on réfère à telle autre chose, que ce soit cohérent. Parce qu'il y a une certaine catégorie de lecteurs qui va soulever ça, puis c'est correct, comme je vous dis, je le comprends. Moi-même, j'ai besoin que l'univers soit cohérent. Et je l'ai fait surtout parce que lorsque le livre s'appelait d'abord Chronique de Kitschké. Quand je l'ai écrit, je l'ai envoyé à mon éditeur, les éditions Anénorak, la version originale. Et je pense que ça s'en allait à l'impression. 2 semaines avant, j'ai pris la décision, non, je ne peux pas laisser mourir mes personnages. J'avais mis l'autre idée, les personnages voulaient continuer à vivre. J'ai appelé Cassandre, j'ai dit, mets un sous-titre. C'est pas Chronique de Kitschké, on va en avoir d'autres aventures de Kitschké. C'est sûr, les personnages ne veulent pas mourir. Et là, on a rajouté La Grande Débarque, tout simplement, qui était le titre de la dernière nouvelle ou du dernier chapitre, appelez-le comme vous voulez. Donc, parce que, où, évidemment, convergent l'ensemble des personnages. Et c'est devenu davantage... Peut-être que sans ce chapitre, on aurait pu l'appeler nouvelle, peut-être. Et peut-être pas roman. C'est peut-être celui-là qui permet de lier le tout et de l'appeler roman.
Peut-être, peut-être. Ben, écoutez, tu sais, pour moi, ça a peu d'importance. Tu sais, dans l'absolu, tu as sûrement tout à fait raison. Mais pour moi, peu importe le nom qu'on écrit dessus, tu sais, d'ailleurs, quand Amaury a dit, ben, pour moi, c'est un roman, je veux que ça s'appelle roman, c'est un roman. Ben, je suis d'accord avec toi, Amaury. Moi, ça, c'est une question d'éditeur, c'est pas une question d'auteur. Tu sais. Moi, pour moi, ce qui m'intéressait, c'est raconter des histoires, tu sais, puis que ça touche les gens, que je puisse les faire rire. J'espère que vous avez ri, et ça, c'était un défi que Amaury a dit non, non, c'est très drôle, les Français vont comprendre. Je dis, ben, génial, parce que même moi, au Québec, j'ignorais si les Québécois et les autres Canadiens trouveraient ça drôle, tu sais. Mais je n'avais somme toute rien à foutre, parce que pour moi, je trouvais ça drôle et je trouvais que je savais que les gens des Premières Nations trouveraient ça drôle. Et la réaction était, je pense que les Canadiens ont trouvé ça très drôle. Et d'ailleurs, mais ce qui est anecdote, bon, il y a une émission au Canada qui s'appelle Pour emporter dans le temps des fêtes. Puis Michel Jean était là, mon ami Michel Jean, et puis il fallait qu'il propose un livre à France Baudouin, l'animatrice. Et, bref, il avait proposé Kitschké, tu sais, comme lecture. Puis France Baudouin qui a dit, ben, une Québécoise, elle dit, je ne savais pas si j'avais le droit de rire. Je dis, ben oui, mais bien sûr, tu as le droit de rire. C'est humoristique, mais elle ne savait pas si elle avait le droit de rire. Donc, il y a toujours ce malaise-là que j'entretiens à différents niveaux. Et vous avez vu, je me concentre essentiellement sur l'univers Kitschké, l'univers des Premières Nations. En fait, il y a un seul chapitre où on traverse la ligne rouge imaginaire, comme dit Paul Jean-Pierre. Je me rappelle même plus. Ah, pendant ce temps. Hein? C'est aussi des langues comme ça. Donc, pendant ce temps, dans la ville avoisinante, tu sais, c'est le seul chapitre où je me suis permis justement de traverser la ligne et d'aller du côté québécois, finalement, là, tu sais. Et là, je me trouvais très drôle avec M. Viande, M. Médoc, là. Mais ça, c'était... Bref, je me suis perdu, je ne sais plus ce que je disais. Excusez, vous voyez? J'ai un trouble de l'attention. C'est peut-être ce qui fait que je me mets à écrire de quoi, puis je me mets à écrire d'autres choses, et finalement, ben, ça fait un tout pas si pire. Mais... Exactement, c'est le résumé. Karine, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Ça tombait bien parce qu'en fait, bon, ça arrive un peu après, mais justement, ma question a été autour de cet humour. On parlait d'un roman satirique et moi, j'ai été particulièrement touchée par l'humour, par la tournure des phrases par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu conscience que l'usage de cet humour allait fédérer, pas uniquement les nations autochtones, mais vraiment tous les lecteurs? Moi, j'ai vraiment, je me suis identifiée en fait au personnage, à l'histoire, et l'humour a vraiment eu un rôle important comme un langage universel. Et donc, je voulais savoir si, au-delà de ça, est-ce que l'humour est effectivement quelque chose qui habite les autochtones, quelque chose, une arme qui est utilisée un petit peu pour exister et pour résister. Oui, ouais. Et voilà, c'était tout. Ben oui, merci. Ben, est-ce que c'était... Je suis très surpris de la réponse, en fait, parce que vous savez, l'humour, souvent on dit que c'est quelque chose de très culturel et qu'il n'y a pas nécessairement toujours de voie de passage entre les peuples et nations. Mais alors, ça me plaît beaucoup, merci. Je suis content de voir que même en France, on trouve ça drôle, finalement. Je me doutais bien qu'au Québec, on trouverait ça drôle, puis dans le reste du Canada aussi, dans la limite où certains référents sont beaucoup plus larges que ceux de la réserve. Et je veux dire, il y a un bout d'humour absurde aussi. Bon, on pense à Jean-Paul Jean-Pierre, entre autres. Moi, je savais que les gens des communautés trouveraient ça drôle. Et l'idée, c'était qu'on rit de nous-mêmes et qu'on rit jaune. À base, c'est ça. Donc, c'était vraiment pour les gens des Premières Nations à la base. Je me doutais que les Canadiens trouveraient ça drôle en partie, mais qu'ils
sentirait mal de rire. Mais vous savez, chez nous, l'humour, et ça, c'est quelque chose, il y a une contradiction flagrante quand on regarde les membres des Premières Nations et leur littérature. C'est-à-dire que les Premières Nations sont des gens qui rient tout le temps. Je veux dire, les gens des Premières Nations rient tout le temps, rient pour tout et pour rien. C'est une médecine chez nous, l'humour. Je veux dire, pour nous, il y a un côté thérapeutique à rire, oui, pour résister, mais juste pour dédramatiser, tu sais, des situations qui sont invivables, pour survivre, en fait. L'humour est médecine. Donc, oui, je pense qu'il y a quelque chose de culturel, mais la contradiction, c'est quand on regarde les œuvres autochtones, du moins celles publiées en français au Canada. En anglais, c'est différent. Il y a beaucoup plus d'humour. En français, il y a très peu d'humour et moi, je me l'explique mal. Est-ce que c'est parce qu'on essaie... Est-ce que parce qu'on essaie un peu de coller à l'idée qu'on doit être l'Indien stoïque, tu vois, les valeurs qu'on nous a imposées, là, les stéréotypes que l'Occident nous a imposés à travers les âges, je ne sais pas, mais ce n'est pas ce qu'on est. On est des gens qui rient pour un tout et pour un rien. Je parlais avec Michel, avec plein d'auteurs, avec Naomi, puis les gens disent « Ouais, moi, c'est pas ça que j'ai besoin de dire. » Ouais, ou il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise à écrire de façon plus humoristique. Chez moi, je veux dire, ça vient naturellement. Il faut que je me force pour être plus sérieux. En fait, des fois, il y a des personnages qui restent dans un peu ce stoïcisme-là sacré. Là, par exemple, évidemment, Roméo Cœur brisé, par exemple, qui demeure un peu dans cette façon d'être-là. Mais pour les autres, il y a une bonne dose d'humour un peu répartie, que ce soit directement par sa façon d'être ou par l'absurdité des situations dans lesquelles il se retrouve. Et non, je n'avais pas confiance que ça allait fédérer autant et que je parlerais à quelqu'un en Europe aujourd'hui qui me dirait qu'il a trouvé ça très drôle. Ça, je dois t'avouer que c'est pas, je ne m'y attendais pas nécessairement. Mais je suis content. On est très ciblé Québec dans cette émission. On a reçu bon nombre de Québécois. On est plutôt fans de votre humour, tous. Donc, c'est normal qu'on apprécie. Ne vous inquiétez pas. On est friands. Jean-Marc, c'est à toi. Oui, bonsoir Louis-Carl et Amaury. Je voulais revenir sur le côté de la dimension politique en fait, du livre. Vous en avez déjà pas mal parlé. Alors, comme vient de le dire Karine, et je crois qu'on est tous d'accord, moi j'ai adoré le côté humoristique. Enfin, c'est assez rare que je lise un livre en ayant des expressions faciales qui ressentent mes émotions. Et là, je me suis surpris moi-même effectivement de temps en temps à sourire, ce qui était déjà énorme. Mais très honnêtement, non, j'ai tout de suite perçu dès le début quand vous expliquez que cette réserve est issue d'un énorme gangbang colonial, je trouve ça complètement inventif, etc. Le côté poétique, bien entendu. Mais derrière tout ça, je voulais revenir sur cet aspect, cette dimension politique. Est-ce que parfois, justement, on se sert de l'humour ou de la poésie pour faire passer un message? J'ai écouté ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu faire? Est-ce que cette idée quand même qui ressort du livre et sur laquelle vous êtes un peu exprimé tout à l'heure, qui est de dire que finalement, vous ne vous sentez pas en tant que peuple peut-être correctement représenté aujourd'hui ou suffisamment représenté, est-ce qu'il y avait ça de manière un peu sous-jacente? Et la question qui va avec, c'est est-ce que ça correspond peut-être à un mouvement qui est en train de se faire, de vouloir être mieux ou différemment représenté? Bien, ça, tout à fait. Par rapport au dernier point, je pense que c'est une requête et ça ne date pas d'hier, là, mais disons de façon plus active au Canada, ça date certainement disons qu'au niveau de la population autochtone en général, et pas nécessairement, disons, du politique, au moins depuis les années 70, mais c'est notre principal combat, c'est-à-dire que que nous sommes les seuls à pouvoir nous représenter et non pas que ce soit toujours le colonisateur qui parle de nous. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de livres sur les Premières Nations. D'ailleurs, le combat de Coyatonk, et sur lequel, d'ailleurs, même à l'époque avec Maurizio, des années avant qu'on fonde l'organisme, c'est de dire la littérature autochtone, ce n'est pas de la littérature québécoise sur thématique autochtone. Si, en tant que Wendat, j'ai goût d'écrire un roman
d'un Sénégalais demeurant à Moscou pendant la Deuxième Guerre, ça sera de la littérature autochtone. Serge Bouchard, qui écrit sur les Autochtones, il ne parle pas pour nous, il ne nous représente pas. Et c'est un gros problème au Québec. D'ailleurs, je vous dirais que la naissance du Salon du Livre des Premières Nations et tout ça, c'est né, vous voyez, j'étais avec Maurizio, avec Jean Sioui, avec Rita Mistokosho, qui d'autres étaient là, Joséphine Bacon, au Salon du Livre de Québec. Je ne me rappelle pas quelle année exactement, mais c'est soit en 2008 ou en 2009, parce que c'était suite à la publication d'un recueil qui s'appelle Aimé-Titard. Et il y avait une table ronde au Salon du Livre de Québec, quand même, qui est le deuxième plus grand salon du livre francophone au Canada, après celui de Montréal. Tu sais, ce n'est pas un petit salon régional. Là. Et il y avait une table ronde, les Autochtones et le Nord. Et là, on était plusieurs Autochtones et des chercheurs allochtones avec qui on travaille, qu'on aime bien, des amis comme Maurizio qui connaît nos réalités. Et on va aller voir ça. Et on arrive et il y avait 3 allochtones québécois, blancs, mâles, chrétiens, qui étaient en avant et qui parlaient de nous. Alors moi, je regardais les autres. Voyons, il y a juste moi qui trouve que ce n'est pas normal. Il y a plein d'auteurs autochtones là. Pourquoi c'est encore des étrangers qui sont là à parler? Donc, le combat de parler en son propre nom est un combat important, à la fois par rapport à tout cet orientalisme de l'image qu'on nous a imposé depuis Peter Pan et Hollywood et le Buffalo Bill Circus, qui était très, très dommageable pour nos cultures locales, hein, parce qu'à l'époque, si on retourne au début du 20e siècle, les gens étaient extrêmement pauvres. C'est l'époque, entre autres les Wendat, où on nous a chassés littéralement du bois, parce que le Québec faisait des réserves et des clubs privés pour les Américains. Donc, je veux dire, on s'est fait chasser du bois, tourner sa réserve, on n'avait rien à manger, donc on vivait de tourisme. Et le touriste qui venait, lui, il voulait avoir un cheval, une coiffe de l'Ouest, un tipi, puis toutes des choses qui ne font pas partie de la culture Wendat. Je veux dire qu'il n'y a rien à voir avec notre culture. Donc, on a beaucoup été affectés par cet orientalisme à la Hollywood sur l'Indien, la représentation de l'Indien. C'est pour ça qu'on dit, non, moi, je ne suis pas un Indien. Un Indien, c'est quelque chose qui a été inventé par l'Occident, sur nous autres. Les Indiens, ils habitent au pays imaginaire de Peter Pan. Moi, je ne suis pas imaginaire, mes ancêtres non plus, là. On a une culture plusieurs fois millénaire, là, donc on existe pour vrai. Donc, la politique, oui, au sens de reprendre contrôle de notre propre représentation. Et certaines gens, très peu, j'ai eu très peu de commentaires négatifs, hein, autant de la part des Autochtones que des Allochtones, d'ailleurs. Je pense que les gens ont compris ce qu'on faisait puis ont embarqué dans le jeu. Mais j'ai quand même eu disons, un politicien local qui m'a dit à l'époque, moi, mais c'est pas de même qu'on veut que les Blancs nous voient. On ne veut pas que les Allochtones nous voient comme ça. Là. On a assez de misère de même. Je dis, pourquoi? Ils ne sont pas mieux. On s'entend que la manière que les Allochtones sont représentés dans le livre n'est pas mieux que les Autochtones. C'est différent, mais tout le monde est un peu croche là-dedans. Puis c'est ça qui rend ça drôle aussi. Il y avait un volet politique, certainement une intention pendant ce temps dans la ville avoisinante, ça c'est assez évident, parce que c'est tous les stéréotypes qu'on entend que les Premières Nations ont des privilèges, puis ils ne sont pas traités de pied égal, puis que c'est cette inversion de l'oppression coloniale là, dans la mentalité québécoise là, qui est canadienne en général, c'est vrai chez les anglophones aussi, pas juste chez les francophones. Là. Là, il y avait une volonté politique. Je dirais que celui-là est probablement davantage didactique. mais sinon, moi, c'était vraiment une prise de parole. Je voulais que les gens se reconnaissent. Puis au niveau des Allochtones, je voulais aussi montrer comment on se sent quand on vit sur une réserve. Même sur une réserve riche, même sur une réserve du Sud qui n'a pas nécessairement les mêmes problèmes que l'isolement, que celles qui vivent qui sont isolées, là, par exemple, ma conjointe était Tikamek, là, tu vas à Béjouane, ça prend quand même 6 heures là, pour se rendre là-bas, là, puis la première ville, si on peut appeler ça une ville, le petit village là, de 500 habitants là, est à 1 heure peut-être de route, là, de Gravel. Là.
Donc, même pas, c'est de la terre. Donc, c'est des routes de terre. Ce n'est pas nécessairement les mêmes problématiques. Et d'ailleurs, si on parlait de représentation, ça, c'est une autre chose dans l'imaginaire. Je sais qu'en France, Amaury, on a déjà discuté avec, puis je pense qu'il en a discuté tantôt. Souvent, dans l'imaginaire français ou européen, les Premières Nations, c'est aux États-Unis. C'est comme, ben non, c'est l'ensemble des Amériques. Là. Je veux dire, il y a toujours des nations autochtones en Guyane sous le régime colonial français, vous le savez. Là, je veux dire, c'est encore vrai aujourd'hui. De la même façon qu'il y en a au Canada, aux États-Unis, au Mexique, dans chacun des pays des Amériques. Mais au Canada, dans la vision, disons, des Canadiens moyens, allochtones, les Autochtones, autant au Québec qu'ailleurs au Canada, les Autochtones, c'est l'imaginaire du Nord. Les Autochtones, c'est le Nord, c'est grand territoire. Alors que, historiquement et encore aujourd'hui, il y a toujours eu davantage d'Autochtones dans le Sud que dans le Nord. Il y a beaucoup plus, c'est de tout temps, parce que, bien évidemment, c'est la température, hein, puis la géographie qui fait que tu peux cultiver dans la région de Québec, mais tu ne peux pas cultiver à Schefferville. Là, donc, évidemment, il y a toujours eu plus de gens. Et même, je vous dirais que le premier jet, la première idée de Kitchké est née après avoir lu Quasipen de Naomi Fontaine. Je trouvais tellement que c'était beau, Quasipen, parce que Naomi, elle a vraiment cerné en de brefs portraits c'était quoi demeurer sur une réserve du Nord, qui n'est pas isolée, soit dit en passant, hein, parce qu'elle parle de Wahat, Maliotenam, là, c'est à côté de la ville de Sept-Îles, je veux dire, c'est à Côte-Nord, c'est pas comme demeurer à Obedjouan, tu sais. La réserve de Wahat est imbriquée dans la ville de Sept-Îles comme Wendake est imbriquée dans la ville de Québec. Mais c'est quand même l'idée du paysage du Nord et tout ça, puis je trouvais ça tellement beau, mais en même temps, ça répondait peut-être à certaines attentes, tu sais, ou stéréotypes, en voulant dire qu'il y ait les Autochtones et le Nord. Alors moi, j'ai commencé ce projet-là en me disant, ben moi, je vais écrire un recueil d'histoires de réserve du Sud, parce qu'on est sous-représenté. Je veux dire, quand on parle Michel Jean vient de publier Tiohtià:ke qui se déroule à Montréal, mais quand même, ça, c'est en contexte urbain, c'est pas une communauté autochtone. Tu sais, je veux dire, c'est les Autochtones qui ont déménagé à Montréal. Mais moi, je trouvais ça important qu'on ait... Il n'y avait rien dans la littérature, pratiquement rien, qui parlait des Autochtones du Sud. Et quand je dis du Sud, là, c'est relatif. Là. Je ne parle pas au Sud de Montréal. Là. Pour moi, Massachusetts, c'est le Sud. C'est du Québec, là, parce que le centre du Québec, c'est probablement Schefferville. Là. Tu sais, si tu regardes au niveau purement géographique. Là. En fait, ce que je disais, c'est les réserves, les Autochtones vivent pour la grande majorité en milieux qui ne sont pas éloignés des grandes villes, soit en contexte urbain ou soit en contexte semi-urbain ou rural, mais pas dans des territoires éloignés, alors que dans l'imaginaire collectif et même dans la littérature, les Autochtones étaient toujours liés au Grand Nord, aux régions éloignées. Mais ça ne représente pas la réalité ni contemporaine ni historique. Tu sais. Fait qu'il y avait peut-être ce volet de représenter aussi. Mais après, étant qui je suis, c'est devenu tout à fait d'autre chose. On s'entend que ça n'a rien à voir avec Quasipen. Ma folie a pris le dessus. Puis je dis ma folie, mais en même temps, il y a des... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans Pierre Wabush, tu sais, à qui j'ai parlé, surtout dans ces pétages de coche. Là. Vous dites ça, péter une coche? Non, vous ne dites pas ça. Comment... Péter un plomb? Pardon? Péter un plomb? Oui, péter un plomb, disons. Hein? Donc, avoir une colère subite, là, tu sais, donc tu perds le contrôle. Au Canada, on dit péter une coche. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est ça. Ça serait intéressant de faire l'étymologie un peu de l'expression. Là. Mais donc, il y a beaucoup d'Autochtones qui se reconnaissent. Puis, soit dit en passant, ce que Pierre dit, il faut que tu fermes ta gueule, si tu veux avoir un droit à un vaccin. Non, mais c'est vrai, si tu parles dans plusieurs communautés, si tu parles contre le chef, on te coupe les services publics. Tu sais, ça, c'est documenté, tu sais, quand même, là. Tu sais, donc, il y a une espèce d'omerta qui est réelle au sens qu'elle est perçue comme ça. C'est-à-dire que les gens le vivent comme ça. Est-ce que de façon empirique, neutre, c'est vraiment comme ça? Ben, ça, je ne peux pas vous dire. Puis, à la limite, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'est
comment on se sent. Tu vois, comment les gens des Premières Nations, des réserves du Sud se sentent parfois, plus souvent même. Le côté, disons, comme je dis, factuel de la chose, au sens journalistique, ben là, c'est une autre question. Là. Ça m'intéressait que peu, en fait, là-dedans. Mais c'est sûr que beaucoup des anecdotes qui sont ressorties, surtout en ce qui touche la corruption des politiciens et un peu ces histoires-là, la relation entre disons, le peuple et les politiciens, c'est toutes des anecdotes que j'ai entendues là, d'une communauté ou une autre. Ouais. Sauf que le sens terrible de tout ça, en fait, c'est que là, ça se passe dans une seule et même communauté. C'est comme prendre toute l'histoire de corruption de toute l'Europe, mais ramener ça dans une même ville. Là, tu dirais, hey, tabarouette, mais c'est ça. C'est un peu ça l'exercice, puis c'est ça qui fait que tout le monde s'y reconnaît et trouve ça drôle, parce que, ah ouais, pour moi, ça, il a pris ça de, ah, ça vient de chez nous. Personne d'autre le sait, mais le lecteur qui vient de telle communauté, lui, il sait que l'exemple est tiré de chez lui. J'y reviendrai juste après. Avant, on va faire une petite photo de groupe. On a pour habitude de faire une petite photo. Voilà, donc préparez-vous. Surtout, mettez en avant ce magnifique livre. Magnifique. C'est parfait, merci. Stéphanie, c'est à toi. Oui, alors votre livre se déroule plutôt à une époque très contemporaine. Alors, est-ce que ce choix, c'est justement parce que ça vous permet de dénoncer de façon très claire ce qui se passe actuellement pour tous les peuples autochtones? Et est-ce que vous avez eu envie à un moment donné aussi d'évoquer le peuple, pardon, j'ai peur de mal le dire, le peuple Wendat, je crois, d'une façon plus historique, c'est-à-dire en remontant les années et en essayant aussi de présenter qui ils sont, qu'ils ont été aussi et comment ils ont, enfin voilà, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu envie d'avoir cette, enfin voilà, je trouve pas les mots, mais est-ce que vous avez eu envie d'en parler davantage sur les années précédentes? Et peut-être sur même un autre registre, puisqu'on sait que vous aimez beaucoup le registre fantastique. Est-ce que ça aurait pu être un recueil uniquement fantastique et pas forcément lié au réel? Bon, OK. Ben, oui, c'est deux questions parallèles, je crois, pour répondre. Est-ce que. Ben, Yawin-Dara et la forêt des têtes coupées, mon premier livre est un roman jeunesse, mais qui se déroule. Je dis roman jeunesse, pas pour les enfants, mais en fait, c'est pour tout le monde. Hein. C'est comme un peu un conte, là, si on peut dire, là, mais fantastique, justement. Qui se déroule dans l'univers mythologique Wendat, mais qui est une nouvelle aventure, là, je veux dire, qui n'est pas, c'est pas un compte-rendu mythologique, on s'entend. Alors ça, je l'ai fait, je pense, aussi beaucoup plus proche de la culture Wendat et des valeurs Wendat et de l'univers spirituel Wendat. Je l'ai fait là. Et en fait, il y a beaucoup de choses sous-jacentes à Kitchike qui ne sont pas encore visibles, mais qui le deviendront, où ces valeurs-là sont là, malgré la folie du reste. Mais bon, vous verrez, si vous me suivez dans ma folie, peut-être que vous verrez les cordes qui pendent et que je rattache au fur et à mesure. Mais, donc, c'est beaucoup de travail, hein, faire quelque chose d'historique. Puis en même temps, ben, tout le monde fait un peu ça. Il y en a eu beaucoup au Québec. Michel a fait ça avec Coucou, mais avec quelques autres de ses livres là, par rapport à la nation Innu. Ma poésie touche beaucoup à ça aussi. Donc, moi, en arrivant avec cet univers-là, ce que je voulais, je pense, c'est laisser libre cours à ma folie, puis je voulais avoir du plaisir. Et je voulais être dans une situation où je n'avais pas à me soucier des tabous, que je n'avais pas à me soucier non plus de l'exactitude historico-anthropologique de telle période X. Donc, est-ce que je pourrais le faire un jour? Oui, peut-être. Ça pourrait être intéressant, effectivement, mais cette histoire-là a tellement été ressassée de toutes sortes de façons. Je veux dire, les Canadiens se sont appropriés notre histoire et justement notre représentation. Il y a eu X livres qui se déroulent
Wanda Kegahan, toujours, évidemment, la plupart du temps, selon les écrits des Jésuites, donc avec la vision très eurocentrique de ce que nous sommes, là, tu sais, ou eurocentré. Donc, m'attaquer à cet imaginaire-là, il faudrait défaire tout l'imaginaire qui a été construit. Effectivement, ce serait une quête noble, mais pour l'instant, j'en suis pas là, c'est pas ce que j'ai goût de faire. Par contre, j'ai commencé à écrire il y a des années, en 2004. Je dois avoir 200 pages de manuscrit d'un roman qui s'intitulait Skandawati ou Le guerrier du temps, qui est un groupe Wendat, un groupe d'intervention tactique Wendat à travers les âges qui voyage dans le temps pour éviter une catastrophe dans le futur. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est probablement pas disponible en Europe, mais il y a un recueil qui est sorti au Québec sous la direction de Michel Jean l'année dernière qui s'appelle Wapke, qui est un recueil d'anticipation écrit par 14 auteurs des Premières Nations, dont moi-même. Et il y a un chapitre, en fait, de Skandawati que j'ai adapté en nouvelle pour ce recueil-là, donc qui s'appelle la nouvelle La hache et le glaive. Et ça, c'est un univers que j'aime beaucoup, auquel je veux, après Kitschke, disons, j'aimerais ça retourner pour finir ce roman-là, mais je ne sais pas si vous êtes rendu compte, peut-être à Kitschke, j'aime pas ça, les affaires trop simples. On dirait que je me sens obligé de, je ne sais pas si c'est parce que c'est complexe dans ma tête, mais je me sens obligé de faire des choses complexes. Et visiblement, ça m'a beaucoup desservi. Parce que j'avais publié à l'époque un seul livre qui était Yawandara, et le deuxième manuscrit que j'ai commencé, c'était Skandawati. Puis là, c'est des chapitres. Le personnage, en fait, à toutes les fois qu'il voyage dans le temps, il y a un côté, il y a comme une amnésie, comme effet secondaire du voyage. Ouais. Pas tout à fait une remise à zéro, mais en partie, et ce n'est que dans les rêves qu'il se souvient, tu sais. Et les chapitres ne sont pas en ordre chronologique, donc on saute. Mais en plus, on saute dans le temps. Écoutez, c'est extrêmement complexe. J'en ai 200 pages de fait, qui est probablement le 2/3 là, au niveau manuscrit. Mais j'aime toujours, tu sais, j'en relis des bouts, puis je vois toujours le potentiel de ce roman-là et je veux le terminer un jour, mais... Et là, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs... Les personnages principaux sont vraiment des Wendat, mais tirés de différentes époques de notre histoire. Alors, on en a qui viennent du futur, mais on en a qui viennent... on a, disons, les jumeaux qui sont originaires de Stadacone. Donc, eux ont abandonné Stadacone après que Cartier soit passé avec les maladies, la guerre et tout ça. Donc, on a eux qui sont encore un peu en grogne contre les invasions barbares, l'arrivée des Francs, des Saxons en Amérique du Nord, qui ont fait chuter les civilisations qu'il y avait en Amérique du Nord, alors qu'il y en a d'autres qui viennent du futur et qui ont complètement, pour eux, c'est du passé, ça n'a plus d'importance. Donc, on a, grosso modo, on a 4 personnages principaux, 4 Wendat, qui viennent de 3 époques différentes. Donc, mais encore là, j'ai un souci du détail, je veux dans leur réaction, que ça corresponde aux valeurs qu'ils auraient eues à cette époque-là. Donc, l'agentivité, on dit ça, agentivité? Ça se dit agentivité, hein? Ou c'est agentativité? On met combien de T là-dedans? On va le dire, on va faire comme chez vous, on va le dire en anglais. The agency. Agentivité, tu peux le dire du point de vue anthropologique, bien sûr. Ouais. Donc, the agency. Donc, pour moi, c'est important que les êtres humains, puis que ça corresponde à leurs valeurs, puis à leur trajectoire aussi, parce que tu peux avoir des valeurs, mais la vie t'amène ailleurs. Donc, tout ça, c'est important. Puis, je me casse beaucoup la tête pour que mes personnages, justement, soient cohérents avec eux-mêmes, même s'ils évoluent dans le temps. Donc, des fois, je réussis bien, des fois, je réussis moins bien, mais c'est quelque chose d'important. Donc, puis le côté fantastique, pour répondre, peut-être, moi, c'est très fantastique. Non, fantastique. Tu vois, au Québec... Là, métaphorique, peut-être. Métaphorique? OK. Mais je ne veux pas trop parler parce que y a des choses. Vous n'avez pas vu en Europe, c'est sûr, vous n'avez peut-être pas eu la chance de voir, je ne sais pas, il y a une pièce de théâtre qu'on a diffusée l'année dernière, en juin dernier, qui s'appelle L'Enclos de Wabush,
qui est une des suites à Kitchike, dans lequel, grosso modo, Wabush est enfermé dans une dimension psychomimétique pour se faire transfigurer, en fait. Si je pourrais dire, alors, tu as Noé Saint-Ours, qui est l'espèce qui est le farceur, hein, dans le premier tome, du moins, qui se révélera être beaucoup plus qu'un simple farceur. Donc, il y a déjà des puissances cosmologiques qui sont à l'œuvre dans Kitchike. On le voit avec Yawandara qui arrive, je pense, son discours qui semble très peu cohérent pour plusieurs, hein, quand le chapitre L'homme qui fait danser les étoiles, là. D'ailleurs, c'est drôle, j'ai vu dans des critiques françaises que les gens ont beaucoup aimé ce chapitre-là et le côté méta, alors qu'au Québec, c'est ça qui a le moins passé. Les gens n'aiment pas ce chapitre-là du tout. Donc, je trouve ça intéressant de voir des fois, au Québec, j'ai entendu parler de la cage, surtout, là, puis de zombies, puis de la cage. C'est probablement les deux nouvelles qui ont fait le plus jaser. J'ai vu en Europe, il y a peut-être d'autres choses qui intéressent les gens, puis tant mieux. Je pense qu'il y en a peut-être pour tous les goûts, mais les puissances cosmologiques sont présentes à Kitchike. Et pour moi, oui, c'est une analyse de nos sociétés autochtones, disons, du Québec, mais au-delà de ça, c'est aussi une expérience de la pensée sur la nature même du réel et de la place, évidemment, de l'univers cosmologique et sur la nature même de notre univers, en fait. Et ça se révélera davantage. Ça l'est déjà dans le premier tome, c'est-à-dire qu'on le voit avec les trous noirs, par exemple. On le voit avec, même dans Augure, bon, évidemment, c'est le pendentif de Yawandara qu'on apprend plus tard. Mais d'ailleurs, si vous lisez Yawandara et la forêt des têtes coupées un jour, vous verrez que c'est un dieu, c'est Petite Tortue qui lui remet son pendentif pour sa quête là, au départ. Donc, c'est quand même lié à la mythologie autochtone, et particulièrement Wendat dans le cas de Yawandara. Mais au-delà de ça, il y a la figure du trickster qui est fondamentale. L'humour est là, mais ce n'est pas pour rien. C'est un humour qui fait mal parfois, c'est un humour qui peut avoir plusieurs niveaux de sens, et c'est par définition l'humour du trickster, et qui s'incarnera de façon beaucoup plus présente dans le deuxième et troisième tome. Et moi, j'aime ça me poser des questions, mais c'est quoi? C'est pourquoi que la figure mythologique du trickster, dans la grande majorité des mythologies du monde, et pas juste en Amérique, qu'est-ce qui explique ce comportement-là du trickster? Pourquoi il va faire des choses amorales, non pas immorales, mais qui est au-dessus de la morale? Comment il va réagir? Qu'il va faire des blagues quand ce n'est pas le temps du tout? Et voilà. Alors, moi, je pense que c'est une expérience de la pensée. Et il y a de quoi de très scientifique. Vous verrez, en fait, c'est assez simple. C'est que pour moi, ces personnages-là voient au-delà de notre réalité, c'est-à-dire qu'ils sont capables de voir différentes fréquences en même temps. Ça, c'est l'explication de base que j'ai trouvée dans mon univers, disons, de Kitchike. C'est que ces puissances cosmologiques-là, on ne voit pas en 3 dimensions, mais ils voient à travers les différentes fréquences, au sens de la théorie des cordes, bien sûr. Ce qui fait qu'ils peuvent agir de façon qui peut sembler tout à fait illogique, inappropriée, mais dans un autre univers, c'est approprié et ça donne que c'est là qu'il a porté son attention à tel moment. Bref, ça se complexifie un peu, mais ça garde le même humour, le même côté fou, j'ai le goût de dire, inattendu, dans le deuxième tome, qui a été livré à mon éditeur canadien l'été dernier, mais bon, je sais pas, c'est compliqué. Je ne sais pas chez vous en pandémie, là, c'est compliqué aussi, je pense. Hein, c'est compliqué partout. Ici, c'est compliqué. On a de la misère à avoir les ressources, les gens sont à bout, le vérificateur est fatigué, les presses n'ont plus de papier, ni d'encre, ça a l'air, c'est pas pire. En tout cas, je ne sais pas. On va y arriver un jour ou l'autre. En effet. Karine? Oui, une dernière question pour moi. Vous êtes également poète. La poésie transpire énormément à travers les personnages, certains personnages et certains moments dans Kitchike. À quand une publication en France? Et voilà. C'est une excellente question. Vous savez, c'est le genre de questions que moi, je ne me pose pas en tant qu'auteur.
c'est complexe quand même, hein, le monde de l'édition, de la distribution, les droits et tout ça. Puis pour être bien honnête, moi, je ne m'y connais pas. Tu sais, on a chacun nos domaines. J'ai 4 recueils de poésie. Je publie en 2011, mon premier, mais je ne suis pas certain, je pourrais me tromper. Peut-être même 2009. Je ne sais plus, en fait. Il faudrait que je retourne dans ma propre bibliographie. Je vais aller vérifier sur Wikipédia. Mais j'ai 4 recueils, donc tu sais, je n'ai pas publié tant que ça. Tu sais, en disant j'ai publié 4 recueils de poésie. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la scène, en fait, poétique. Tu sais, je suis quelqu'un, je fais de la performance aussi, au sens de l'art de la performance, là. Et je fais donc de la performance poétique aussi. J'aime beaucoup la scène. Ça me donne une liberté, en fait, que je ne me donne pas nécessairement dans ma vie de tous les jours. J'aimerais beaucoup, si ça pouvait être distribué, ça pouvait être réédité ou peu importe en France. J'ai publié dans beaucoup de collectifs et tout ça, mais au niveau de mes recueils à moi, c'est 2 éditeurs, là, chez Mémoire d'Encrier et chez Anénorac. Donc, j'en ai 2 chez Anénorac, 2 chez Mémoire d'Encrier. Et puis, je suis sûr que tant Mémoire d'Encrier qu'Anénorac sont bien willing là, pour distribuer en France. Si je ne me trompe pas, Mémoire d'Encrier, maintenant, ils sont rendus chez Gallimard. Alors, ça doit être déjà disponible en France. Au pied de mon orgueil et Les grandes absences, qui sont un diptyque que j'ai publié chez Mémoire d'Encrier, qui est de la poésie très personnelle. Alors que chez Anénorac, qui eux ne sont pas distribués en France, j'ai De la paix en jachère, qui est un recueil guerrier, comme l'indique le titre. Et mon dernier, en 2019, Les visages de la terre, où là, j'explore davantage la mythologie Wendat. Ben, dans la mythologie, Wendat est toujours présente, mais je dirais plus davantage la spiritualité. Ouais, la spiritualité Wendat dans Les visages de la terre. D'ailleurs, j'ai été nommé j'étais finaliste au prix du gouverneur général du Canada l'année dernière, là, en 2020, pour Les visages de la terre. C'est le plus haut prix au pays, en fait, là, pour les visages de la terre. Donc, ça, c'est un recueil que je suis très, très fier. Et d'ailleurs, chez Anénorac, ce qui est cool avec les recueils de poésie, c'est qu'ils me laissent les illustrer moi-même. Donc, j'ai des petites illustrations, peut-être 10-15 illustrations, plus, mettons une douzaine d'illustrations par recueil. J'ai fait moi-même la couverture aussi, les images de couverture. Donc, j'ai cette relation-là avec Anénorac qui me permet de marier autant les lettres que les dessins, parce que je suis quelqu'un qui dessine beaucoup, moi, les arts. Ah, voilà, merci Amaury. Amaury nous montre Les visages de la terre. J'ai toujours aimé dessiner. C'est ça, ma santé mentale, je pense, est due... je suis encore là aujourd'hui, c'est que très jeune, je dessinais. Ouais, au primaire, à l'école primaire, à la petite école, je dessinais parce que sinon, je dérangeais tout le monde. J'ai un trouble de l'attention. J'ai le syndrome Gilles Latourette aussi. Ça paraît beaucoup moins en vieillissant. Mais quand j'étais enfant et surtout adolescent, là, c'était un peu tannant. Donc, ma seule façon de me concentrer, c'était en dessinant pendant les cours. Donc, merci à Maury de partager certaines de mes œuvres. Donc, mais tu sais, je n'ai jamais pensé faire un métier de ça parce que je n'ai pas nécessairement le talent. Ben, je veux dire, si je me pratiquais, je finirais par l'avoir et je pourrais certainement dessiner dans la vie, mais ce n'est pas ça que j'avais le goût de faire. J'aime mieux les lettres, j'aime mieux l'écriture, mais disons que le côté visuel, des fois, c'est un exutoire, tu sais. Kitschké aussi, je suppose, c'est un exutoire. J'avais une avant-dernière question par rapport au fait que vous défendez un peuple et une communauté qui est peu représentée, comme les Wendat. En général, on essaye, pour défendre ce genre de communauté, on essaye de ne donner que le positif. Pour le coup, votre absence de manichéisme, elle est frappante et elle est extrêmement intéressante, puisque là, vous prenez le parti d'en donner aussi la face sombre. Alors, est-ce pour une raison universaliste et pour montrer que peu importe notre communauté, au final, nous sommes égaux, même dans nos faiblesses? Oui, je pense que, comme je vous dis, pour moi, le public cible pour ça, c'était les Premières Nations. Parce qu'encore faut-il avoir de l'autodérision. Ils auraient pu peut-être ne pas le prendre si bien que ça. Oh non, tout à fait, tout à fait.
Oui, non, écoute, tu as raison, c'est évident, mais connaissant l'humour des gens. Puis peut-être c'était ça l'important pour moi aussi, c'était de montrer un côté universel, puis de dire que ça se déroule dans une communauté fictive, tu sais, ça ne se déroule pas à Wendake, ça ne se déroule pas à Wolinak, ça ne se déroule pas à Mastoriach, ça se déroule à Kitchike. Par contre, les archétypes, on les retrouve dans toutes nos communautés et la source d'inspiration vient de nos communautés. Tu sais, on les a transversés, comme je vous ai dit, puis j'en ai fait. C'est une caricature, en fait, de nos communautés. Puis on a le droit de rire de nous et c'est un devoir de rire de nous. Puis d'ailleurs, c'est pas mal le sport national de rire de nous autres de toute façon, en privé ou de rire de l'autre. Alors, je me dis, pourquoi pas le faire de façon open et que tout le monde rit ensemble? Et d'ailleurs, même dans certaines critiques au Québec, je trouvais ça drôle parce que les gens me disaient hey, ça fait bizarre de voir ça. C'est nous les méchants. C'est toi le méchant. Les Québécois qui disaient pour une fois dans la littérature, c'est nous le méchant. Ben, moi, je pense pas. Il n'y a personne de vraiment bon puis de vraiment méchant là-dedans. Là. Je pense que, bien sûr, qu'il y a des stéréotypes de plein de méchants, du chef corrompu ou du mafioso de la ville, puis de son fils bâtard qui a un bar néo-gothique. Il y a un côté absurde là-dedans, mais moi, c'est sûr que j'écrivais. Wow. Donc, tout le monde pouvait en rire. L'autodérision, comme tu dis, moi, je pense que on en a. Puis des fois, on devient susceptible, probablement à cause des politiciens par rapport à plein de choses. Mais en fait, on rit souvent de nous, mais pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on casse souvent du sucre sur notre dos, les Premières Nations, de la part des Allochtones. Alors, je me suis dit, ben non, mais nous, on peut rire de nous autres, mais on va rire de nous autres de façon drôle, avec quelque chose qui correspond à nos légendes urbaines, tu vois. Donc, puis, comme je dis, il y a certains Allochtones qui se sentaient gênés de rire. Alors, je dis, ben non, mais je l'écris pour qu'on rie ensemble, tu sais. Mais ils ne sont pas tout à fait épargnés. Mais en même temps, c'était ça aussi, je voulais. C'est que souvent, dans nos arts, dans notre littérature, il y a toujours ce lien-là avec le lien avec le colonisateur. Tu sais, souvent, bon, si on retourne à Hollywood ou, disons, à tous les arts allochtones, ça prend toujours un bon blanc, la plupart du temps mâle, qui vient sauver les Autochtones. Hein? Tu sais, c'est danser avec les loups, c'est bon, plein de... Alors que moi, ce qui m'intéressait, justement, c'est de sortir de ça et de dire non, on est tout seul, il n'y a personne qui va nous aider, on est entre nous, puis on rit de nous, tu sais, je veux dire, c'est la réalité. Et les Allochtones ont très peu de place, en fait. Hein? Les Allochtones ont très peu de place dans ce roman-là, dans ce récit-là. On fixe les frontières dès le départ avec Jean-Paul, hein, dire qu'il y a la ligne rouge imaginaire qu'il a cherchée, puis qu'il n'a pas trouvé, parce qu'il y a juste l'écart du ministère, mais puis après ça, il y a dans la ville avoisinante, puis quand Wabush va en ville pour la nouvelle zombie, tu sais, mais sinon, c'est beaucoup entre Premières Nations que ça se passe. Puis je pense que c'était ça que je voulais faire aussi, tu sais, que ça parle de nous, pour nous, et en nous. Non, ça, c'est une prière, en tout cas. Avant de nous lire un petit extrait pour finir, j'aimerais savoir, puisque vous avez touché à la poésie, vous êtes poète et performeur, vous êtes également novelliste, vous êtes également romancier, vous touchez à tous les genres, notamment aussi au roman jeunesse, mais quelles sont vos envies futures au final? Est-ce que vous avez une préférence? Est-ce qu'il y a une particularité dans laquelle vous vous sentez le mieux, où vous vous sentez le plus exister? Et quelles sont vos envies futures? Est-ce que vous avez envie de développer tous ces genres-là séparément ou au contraire vous spécialiser et rester dans une seule branche pour en extraire le meilleur? La vérité, c'est que je suis quelqu'un qui se lasse extrêmement rapidement. J'aime ça explorer. Je suis un peu touche à tout. J'aime ça explorer différents styles. Puis d'ailleurs, vous voyez, Kitchike, c'est ça aussi. Hein? Il y a différents styles d'écriture, justement, que ça me donnait. En fait, mon plaisir là-dedans, c'est que ça me donnait la chance d'explorer plein de styles différents types de narrateurs, narrateur omniscient, narrateur proche, narrateur à première personne, tu sais. Donc, des types de langues aussi, tu sais. D'ailleurs, anecdote, après avoir écrit surtout
les parties où c'est Lydia ou Pierre Wabush qui sont le narrateur, là, je me disais, mon Dieu, je veux dire, écrire en joual, ça n'a pas de sens. J'ai retravaillé La Cage, entre autres, parce que je me suis dit, le public va penser, le public qui n'ont pas lu d'autres choses, qui n'ont pas lu ma poésie, va penser que je ne sais pas écrire. Alors là, je me suis forcé à élever le niveau de langage encore davantage dans La Cage, par exemple, parce que j'avais peur que je sois étiqueté, tu sais, comme quelqu'un qui écrit comme il parle, alors que ce n'est pas le cas. Je pense que je mets quand même, dans mon tout ce qui est en joual, je mets quand même davantage de couleurs que dans la vie. Mais bref, pour l'avenir, ben, c'est évident que, bon, comme je vous dis, en théorie, Chronique de Kitschké, c'est un recueil de nouvelles, au Québec du moins. En France, c'est devenu un roman, c'est génial. Le prochain livre, qui, comme je vous dis, est fini, là, c'est... bon, je ne peux pas révéler le titre encore, mon éditeur ne veut pas, mais il sera officiellement un roman. C'est-à-dire au Québec, au Canada, ça sera officiellement un roman. C'est le deuxième tome de Kitschké, mais il n'y aura pas de tome 2 parce que ce n'est pas vendeur. Puis honnêtement, je pense que quiconque, tu ne seras pas obligé d'avoir lu Kitschké, tu sais, La Grande Débarque, pour pouvoir apprécier le deuxième. Beaucoup des personnages reviennent, évidemment, Lydia et Pierre, Noé Saint-Ours, Roméo Cœur brisé reviennent, mais les autres seront les personnages secondaires du premier tome. Je trouvais ça intéressant un peu d'inverser puis de voir que les personnages secondaires du premier deviennent les acteurs, vraiment leur donner, encore une fois, la gentilité qu'ils méritent dans le deuxième tome. Les femmes auront beaucoup plus d'importance dans le deuxième tome aussi. La majorité des personnages seront féminins dans le deuxième tome. Quoi qu'ils étaient, c'est pas mal, moitié-moitié dans le premier, je pense. Il faudrait que j'y retourne. Mais disons qu'ils le sont de... Disons que la lutte des femmes de réserve devient beaucoup plus importante. Tout ce qui tourne alentour du dépanneur, pour moi, je trouvais ça intéressant dans le premier tome, mais dans le deuxième, je me disais, je dois développer ça davantage, cette relation-là entre les filles du dépanneur. À partir du moment où elles quittent le dépanneur aussi, donc les liens qui les régissent. Le côté politique que les gens ont beaucoup apprécié du premier tome sera moins présent. On affronte davantage, je dirais, le pouvoir économique dans le second tome. Là. Autant le premier était lié aux politiques et aux religieux. Là, on donne la parole à d'autres. Par exemple, dans le premier tome, on esquisse, on mentionne de nom Édouard et son groupe de pentecôtistes. Alors, Édouard et son groupe de pentecôtistes auront un rôle actif dans le deuxième tome. T'sais, donc, c'est ça. C'est les laisser pour compte. Je prends pari pour les laisser pour compte, disons. Et ça, c'est un roman. J'ai une pièce de théâtre, comme je vous dis, que j'aimerais publier aussi. Là, je travaille sur un projet hybride qui est la suite au deuxième tome. Et qui sera probablement un recueil de poésie, en fait. Écoutez, j'en parle, puis ça peut changer n'importe quand. J'ai quand même une cinquantaine de pages, soixantaine de pages de fait, mais ce serait le recueil de poésie de Pierre Wabush, en fait. Alors, c'est ça. Je travaille sur un recueil, mais qui n'est pas le mien. Alors ça, je trouve ça intéressant aussi. Ça me permet d'être ailleurs, tu vois, puis que je dis que j'aime butiner. Mais ce que je veux vraiment faire dans la vie, ce qui est un de mes rêves depuis que je suis très jeune, peut-être 8 ans, c'est de publier une bande dessinée. Je suis un fan de comic book américains, de BD franco-belge. Donc, pour moi, ça, j'aimerais vraiment ça, réaliser une BD, écrire, pas le dessin. Donc, il faut que je trouve le bon collaborateur avec qui ça fit. J'ai plusieurs idées que j'aimerais développer. Encore faut-il avoir du temps pour le faire. Hein, mais... Donc, ça, j'aimerais beaucoup ça, mais ça ne sera pas dans l'avenir prévisible. Moi, je vous dirais que dans mon avenir prévisible, il y a le roman qui sera dans l'univers de Kitschké, un nouveau roman dans l'univers de Kitschké, le recueil de poésie de Pierre Wabush. Ça, c'est les projets actifs que j'ai. Mais, en fait, pour être bien honnête, ce que j'aimerais faire, c'est de faire un inventaire des genres dans l'univers de Kitschké, tant qu'à être là-dedans. Là. J'ai un recueil de nouvelles, je vais faire un roman. J'ai fait une pièce de théâtre l'année dernière.
que j'aimerais publier sous forme évidemment dramaturgique. Alors, le recueil de poésie. Alors, il me reste la BD, un essai pour finir, je ne sais pas. Donc, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose mais tout dans l'univers de Kitschke. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, tu sais, mais je me sens toujours mal d'en parler publiquement parce que, comme je vous dis, moi, je me lasse extrêmement rapidement. Tu sais, je vais peut-être raccrocher, puis je vais avoir une autre idée, puis je vais partir sur d'autres choses. Puis j'ai 200 pages d'un roman de science-fiction qui traîne dans le tiroir depuis 2004. J'ai commencé, je travaillais là-dessus peut-être 2004 à 2010, tu sais, on and off. So, j'ose pas me prononcer. J'ai un recueil de poésie pour Mémoire d'Encrier qui serait le troisième volet du diptyque que j'ai publié là. Puis ça fait des années que ça traîne sur mon ordinateur. Donc, tu sais, ça dépend vraiment des conjonctures personnelles, professionnelles, de plein de choses. Donc, je veux pas trop m'avancer. Mais une chose qui est sûre, c'est que si vous avez aimé Kitschke, ben, vous ferez des pressions chez Des Paysages et à son représentant, Amaury, qui est ici présent, pour avoir droit à la deuxième tome en France. C'est foisonnant, c'est le mot. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir donc cet extrait de Jean-Paul, Paul Jean-Pierre, que beaucoup ici ont apprécié. Je crois que c'est celui-ci que vous avez choisi. Et en effet, je pense on va rire, mais avec l'accent maintenant. Donc, c'est un immense plaisir. Merci, Louis-Carl. C'est à vous. Ouais, c'est ça que tu penses que je vais faire, hein? Mais je ne voudrais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Hey, moi, je vous vois, là, vous êtes encore plusieurs, mais est-ce que les gens... Moi, je me pose la question, en fait, je ne connais pas, tu sais, je vois le dynamisme que vous avez là, chez Variations et tout ça, mais est-ce que les gens présents ont tous lu le livre ou pas, d'habitude? C'est-à-dire présente? Non, mais les gens qui sont avec nous, là, présentement, oui. Vous l'avez lu, le livre? Alors, pas tous. Beaucoup l'ont lu, je crois, mais pas tous. OK. Donc, attention à ne pas donner trop de détails dans la lecture. Ouais, je vais faire pire que ça. Ça ne sera pas long. Excusez, j'ai l'air de vous regarder. C'est parce que je suis en train de travailler sur mon document en même temps. Là. 2 secondes. J'ai préparé quelque chose. J'ai préparé quelque chose, mais je vais faire d'autres choses. Parce que ce serait bien trop simple de faire ce que j'ai dit que je ferais, et surtout ce qui m'a été demandé. Il faut imaginer la difficulté du travail de l'éditeur. En effet, en effet. Vous me couperez, OK? Parce que je n'ai pas de timer là, j'ai pas de... Allez, on y va. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Je vais vous lire quelque chose d'inédit. Piège de papier. Ce matin-là, Jean-Paul Jean-Pierre s'était levé avant l'aube, bien avant son réveil matin, qui roupillait toujours confortablement sur la table de chevet. Il prit soin de neutraliser la sonnerie de façon préventive, s'éternisa un brin trop longtemps sur le banc de toilette, puis se doucha à l'eau froide pour chasser les dernières traces de sommeil de sa nuque endolorie. À l'aide de sa serviette préférée, celle arborant un hippocampe orangé sur fond bleuté, Jean-Paul Jean-Pierre frotta méthodiquement chacun de ses membres, jointures et articulations, chacun de ses 10 orteils et de ses 9 doigts, avant d'enfiler son jeans favori. Puis, comme chaque matin, il s'installa à la table de cuisine où il sirota une trilogie de café corsé et grilla une rouleuse particulièrement bien serrée. C'est alors que Jean-Paul Jean-Pierre aperçut la pile d'enveloppes qui avait sournoisement envahi la table au fil des jours, des semaines et des mois qu'il les avait ignorées. Jean-Paul Jean-Pierre soupira. S'il voulait utiliser plus que le petit coin nécessaire à sa sustentation, il devait reprendre contrôle de la situation et trouver une façon de freiner cette avalanche de courrier qui s'échouait sur sa table à manger. Il en était convaincu maintenant. Jamais ce problème ne se réglerait de lui-même comme il l'eût espéré.
Bien sûr, comme il n'y avait pas de facteur sur la réserve, Jean-Paul Jean-Pierre aurait tout simplement pu cesser de quérir les missives à sa boîte postale pour contrer l'invasion de la harde de papier. Il avait essayé cette stratégie déjà. Et après quelque temps, sa maison s'était retournée contre lui, refusant même de lui offrir l'électricité nécessaire pour afficher l'heure sur son réveil matin ou pour animer les outils dont il dépendait pour gagner sa croûte et sa mie. Jean-Paul Jean-Pierre ignorait quelle sorte de pacte liait secrètement la boîte postale et son logis. Il avait vaguement entendu parler du complot des maisons connectées à la radio ou à la télé, mais n'avait pas su en concevoir la pleine portée avant ces mésaventures. Une chose était devenue pour lui limpide. On ne pouvait ignorer trop longtemps les missives si on voulait bénéficier d'une bonne douche chaude le matin venu. Il s'était alors résigné à attaquer le problème de front en ouvrant au hasard quelques enveloppes chaque jour où il battait son cadran dans la course au réveil. Jean-Paul Jean-Pierre examina longuement la pile d'enveloppes. Dans le coin supérieur gauche, la plupart étaient agrémentées de petits dessins de formes et de couleurs variées. Il en remarqua une ornée d'une plume dorée encerclée d'une ligne rouge vif, ce qui indiquait clairement, il en était convaincu, que la missive provenait du conseil de bande. Jean-Paul Jean-Pierre la décacheta, puis soutira délicatement le document qui s'y trouvait. Un amalgame de lettres y formait 3 paragraphes principaux, bordés sur le dessus d'une ligne soulignée et en dessous d'une signature élaborée. Par chance, la légende sous la dite signature précisait l'identité de l'expéditeur. Evelyne Paul, directrice de l'habitation, Première Nation de Kitchike. Jean-Paul Jean-Pierre aimait bien Evelyne. Sa cousine était une dame normalement affable et enjouée. En revanche, Jean-Paul Jean-Pierre n'apprécia pas le contenu de la phrase soulignée qui, contrairement à l'expéditrice, n'avait rien de joyeux. Défaut de paiement du prêt hypothécaire, dernier avis avant saisie. Ça fait-tu 3 minutes? C'est super, c'est parfait, c'est parfait. Merci, merci Louis-Carl. Vous l'avez compris, c'est un extrait du 2e tome. Je trouvais ça, vu que la majorité des gens ont lu le premier, je me suis dit que tant qu'à relire quelque chose que les gens ont déjà lu, ben... Merci, merci. C'est une superbe exclusivité. On a hâte de le redécouvrir, ce personnage. Et c'est fou à quel point votre voix le met dans notre imaginaire en réalité, et vous l'incarnez parfaitement bien, ce Jean-Paul Jean-Pierre. Cette répétition à chaque fois et dont vous avez les secrets qui marche extrêmement bien. Donc merci. Merci Louis-Carl. Ben, c'est un plaisir vraiment. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super agréable. Discuter avec vous, prendre le pouls ici un peu. Puis, tu vois, ça me rassure de savoir que vous trouvez ça drôle dans les Europes aussi, parce que je suis sûr qu'Amaury est très content de savoir que son public français aussi rigole. Parce que les Français aiment rigoler, là, c'est pas ça le point, mais ils rigolent de ce livre. Donc, c'est très positif pour tout le monde. Tu sais. Puis pour moi, c'est un peu nouveau, hein, mais... c'est-à-dire que c'est ma première édition en France. À part évidemment dans Amun, qu'Amaury a publié aussi, j'avais la nouvelle. D'ailleurs, Annibalo Godmodilla contre le grand vide cosmique. Et donc, dans Amun, qui est dans l'univers de Kitchike, pour ceux qui l'ont lu, ceux qui n'ont pas lu Amun, il y a cette nouvelle-là exclusive dans l'univers de Kitchike. Et pour vous donner encore plus le goût de le lire, moi, de vous dire, dans la trame narrative de Kitchike, il y a Kitchike, parce qu'il s'appelle en France Kitchike, le premier tome. Ensuite, il y a Annibalo Godmodilla contre le grand vide cosmique. Et le 2e tome se passe après. Donc, ce ne sera pas nécessaire d'avoir lu, mais je pense que les gens qui auront lu à la fois Kitchike et Amun, le personnage de Charles-Paul Falardeau qui est dans Amun, qui est dans cette nouvelle-là, est extrêmement important dans le 2e tome. Là. Donc, il y a quand même une suite pour vous donner le goût d'y aller là.
Et après, peut-être qu'on se reverra s'il y a un intérêt du côté français pour la suite des choses. Merci. Merci Louis-Carl, merci Amaury, merci à tout le monde pour vos questions et votre présence. Et on soutiendra les éditions de Paysages ad vitam aeternam parce qu'on les a appréciées dès le début et avec Michel Jean notamment. Et on en est ravis. Donc, merci à tout le monde, merci à tous les deux et merci Louis-Carl pour votre temps et votre voix maintenant qu'on connaît et qu'on peut tout simplement adjoindre au texte pour ceux qui ont la chance de ne pas encore l'avoir lu. Vous avez cette chance-là maintenant d'adjoindre cette voix et ça, c'est un plus. J'aurais même aimé peut-être le relire avec votre voix maintenant dans ma tête. Donc, merci. Merci à tout le monde et bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde. Merci à tous, bonne soirée. Merci. Merci Amaury. À bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir à tous.